Bon, je vous propose d'y aller. Donc, du coup, on attaque. Alors, voilà ce qu'on a prévu. Je vais faire une petite présentation parce que c'est intéressant de savoir de quoi on parle quand on parle de valorisation de l'enseignant et notamment financière. Donc, je vais faire un petit topo. Après, on prendra les questions que vous nous avez posées en ligne, en fait. Après, on a éventuellement, pour finir, nous, des points importants sur lesquels on voulait insister et les donner au plus grand nombre pour bien vous aider hein, sur des points éventuellement après, regarder dans vos contrats, dans vos relations avec votre employeur, si là, il n'y a pas un petit souci ou des choses qui n'ont pas été bien comprises. Et puis, on pourra éventuellement terminer avec ceux qui sont présents, s'ils ont des questions et si on peut y répondre, parce que des fois, on n'a pas la réponse. Alors, comme on est quand même, nous, enseignants de tennis hein, à la base, on n'est pas des juristes purs et durs ou des experts comptables. C'est pour ça qu'on voilà, on a su s'entourer dès le départ d'un réseau. Donc, le réseau, il est assez simple. Hein. On a des avocats, on a des experts comptables, on a d'autres syndicats de sportifs qui finalement nous ressemblent et qui sont regroupés au sein d'une association qui s'appelle l'APSO, qui est l'association des professionnels du sport outdoor, avec qui on communique beaucoup et qui nous ont permis, grâce déjà à tout ce qu'ils avaient fait dans leur existence, de vous proposer des assurances collectives, donc à des tarifs super intéressants et sur lesquels, évidemment, collectivement, on ne marge pas. C'est vraiment, voilà, y a pas de, on fait pas de l'argent sur votre dos et sur les assurances. Et puis, comme au départ, en fait, on a voulu aussi être, entre guillemets, un vrai syndicat, et je vais l'expliquer dans la petite diapo là tout à l'heure, c'est qu'on a eu besoin évidemment de se rallier à un syndicat qui est plus gros et qui pèse vraiment au niveau national, et on a choisi la CFDT. Alors au départ, pour une raison très très simple, c'est qu'en fait quand on a créé le syndicat, moi je connaissais quelqu'un qui avait été le directeur général d'un syndicat et qui avait de très très bons contacts avec la CFDT. Il fait le lien, l'introduction, et j'ai sympathiser avec la personne qui s'occupe de la fédération. C'est la F3C, ça s'appelle, Conseil Communication à la CFDT, et qui s'occupe du sport aussi. Donc, du coup, qui s'appelle Rémi Lourdel et qui m'a énormément aidé au lancement du syndicat et qui m'aide toujours, puisque quand j'ai des questions, comme j'expliquais tout à l'heure, un petit peu en off avec Laurence, quand on n'a pas la réponse, on demande. Donc, on va demander à nos avocats, on va demander à nos experts comptables, et on va aussi demander à la CFDT, donc je remercie déjà voilà, Rémi Lourdel, parce qu'il nous aide énormément sur tout ce qui est juridique. Alors, sans plus tarder, je vais faire un partage d'écran. Je vais voilà, faire ça et ça. Dites-moi si ça marche le partage d'écran. La dernière fois, on a fait un test, il n'y avait aucun problème. Donc, est-ce que là, vous voyez PowerPoint? C'est bon pour tout le monde? Yes, pour moi. Ok, super, impeccable. Donc, je vais le lire. Et puis, on est parti. OK. Donc, aujourd'hui, on va parler valorisation financière de l'enseignant tennis. Alors, c'est un sujet qui vous a beaucoup plu et c'est un sujet qu'on a voulu traiter en premier parce que finalement, par expérience, sur le terrain, on s'aperçoit que c'est ce qui compte ou ce qui compterait en tout cas le plus, parce que quand on parle, et notamment Christian, quand il intervient dans les formations en PACA, effectivement, là, il m'a toujours dit, là, le silence se fait et les gens écoutent quand on parle finalement de financier. Et c'est important parce que les formations, j'ai envie de dire, entre guillemets, bien faites, ce n'est pas seulement des formations théoriques. L'idée, c'est après que ça s'applique sur le terrain. Et on fait une formation pour, au final, être mieux valorisé dans ses compétences et, au final aussi, obtenir peut-être une meilleure valorisation. Alors, quand on parle de valorisation, de quoi on parle en fait? Ben déjà, je voulais rendre hommage à des gens qui ont fait déjà une étude sur la valorisation. Je pense à une personne qui s'appelle Ateba, qui est sur Facebook, et sur Facebook, elle s'appelle ex-enseignante de tennis. Je crois qu'elle a quitté le monde de l'enseignement, et elle a mené une étude, alors il y a quelques temps déjà, il me semble que c'était en 2018, avec Rémi Picard, Sébastien Drouin et Didier Brett-Morel. Donc en fait, on a dépioté, nous,
leurs études. Et puis, dans le questionnaire qu'on vous a fait passer, effectivement, ce qui ressort, c'est deux choses. Il y a, on va dire, une valorisation qu'on va appeler humaine. C'est-à-dire que ce que l'enseignant recherche, c'est finalement la reconnaissance de ses compétences, pas seulement d'ailleurs pédagogiques, mais des compétences humaines de leadership, relationnelles, force de proposition, comme on le lit souvent, etc. Et donc, du coup, ce que l'on souhaite, c'est des rapports plus professionnels, et notamment le mot qui revient souvent, c'est « moi, j'ai besoin d'être écouté ». Ce qui revient aussi, c'est « j'ai envie d'aller au bout de mes convictions ». Voilà, j'ai besoin de liberté dans mon enseignement et j'ai besoin de me sentir autonome. Et finalement, ça, c'est ce qu'on retrouve souvent dans les motivations profondes des fois de nos élèves, hein, des joueurs ou dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'on a besoin à la fois de se sentir autonome, on a besoin d'autonomie, on a besoin de compétences, on a besoin de se sentir reconnu pour ses compétences et on a besoin humainement de proximité sociale. Et parfois, dans nos clubs, finalement, au niveau humain, des fois, on est super content, des fois, c'est un peu tangent, on est un peu douteux, puis des fois, ça ne se passe pas très bien. Alors, du coup, le point commun de tout ça, en tout cas, ce qu'on observe, c'est que on a besoin de se sentir encouragé, on a besoin de se sentir compris, mais il y a un frein. Et finalement, le frein, c'est alors ce qu'on appelle souvent la subordination ou ce sentiment d'être dominé, de ne pas forcément être accepté, de ne pas forcément être écouté, d'être en décalage. Et donc, et donc, il y a une valorisation, c'est la valorisation finalement du cadre légal. Donc, si vous savez un petit peu comment ça s'organise, les rapports entre un employeur et un employé, un salarié et un patron, c'est ce qu'on appelle une convention collective. Alors, nous, dans le sport, on a la chance d'en avoir une, qui est la CCNS. Donc, à partir du moment où, effectivement, on respecte un cadre, et c'est important dans les relations d'avoir un cadre, on l'a aussi ça en pédagogie, c'est-à-dire on pose un cadre, le cadre est souple, et l'élève va évoluer dans le cadre avec sa propre autonomie, ses propres libertés, ses choix, etc. Et donc, dans le cadre du travail, c'est exactement la même chose. Donc, nous, on a la CCNS et puis on a effectivement, du coup, les contrats. Donc là, on est dans une valorisation finalement des conditions de travail et on a besoin, et c'est ce que vous exprimez, de se sentir en sécurité. Et donc, la sécurité, finalement, on est protégé par des textes. Voilà. Donc, l'enquête qu'on a menée, finalement, on a eu 34 réponses et quand on vous pose la question, êtes-vous satisfait de votre situation financière, à 58, à peu près 60%, voilà, 6 enseignants sur 10 ne sont pas satisfaits. Et ça fait écho à ce qu'on a vu, en fait, déjà, si vous avez regardé le colloque ou si éventuellement vous y avez participé, hein, tout simplement. Mais en tout cas, voilà ce qu'on observe et voilà les chiffres que donne la fédération. Alors, il y a un truc qui est… alors, moi, quand je l'ai lu, c'était un petit peu trompeur, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Christian. Quand on fait ressortir de cette étude que 6 enseignants sur 10 gagnent entre 10 000 et 30 000 bruts annuels, c'est vrai, c'est factuel, mais moi, ce que j'entends, en tout cas, quand je lis cette phrase, c'est que je commence à faire mon petit calcul et je me dis, tiens, finalement, c'est 30 000 euros bruts annuels. Mais quand je regarde ensuite les chiffres, et Christian, d'ailleurs, merci, parce qu'il me faisait remarquer qu'il y avait 798 répondants. Donc, c'est vrai que la base d'études n'est pas très, très grande. On ne sait pas trop combien il y a d'enseignants. Enfin, je ne sais pas si vous savez combien il y a d'enseignants. J'ai l'impression qu'on l'estime entre 7 000 et 8 000, mais on a un peu du mal à savoir finalement combien arrêtent chaque année. Est-ce qu'on connaît le nombre d'enseignants qui enseignent, qui sont actifs? Moi, personnellement, j'essaye, je trouve des chiffres, je trouve une fourchette, mais je n'ai pas vraiment d'idée. Et là, on se rend compte que finalement, la fédération arrive à récolter les 800 avis et que quand on regarde les chiffres, en fait, on s'aperçoit que si on ajoute 16% à moins de 10 000 et 33% de 10 à 20 000, finalement, on a 49%, donc la moitié des enseignants qui sont à moins de 20 000 ou à 20 000 euros bruts par an. Donc, quand on fait le calcul, en fait, alors un calcul vraiment basique, hein, c'est-à-dire si on est à 20 000, on va prendre la fourchette haute de ces 50% d'enseignants, 20 000, ça nous donne en fait 1 300 euros net. Voilà. Donc, quand on connaît le SMIC aujourd'hui, en brut, c'est 10,85. Finalement, en net, c'est 8,46. Et quand on est à 20 000 euros par an, brut, on se situe sur, en fait, juste en dessus du SMIC, quoi. Voilà. Donc, on est à 8,57 net
quand le SMIC est à 8,46. Deuxième information, effectivement, les enseignants vont être mieux valorisés, ça, ce n'est pas une surprise. On retrouve ici, effectivement, le métier, donc on va dire l'humain, et puis on va retrouver, effectivement, le salaire, et on s'aperçoit que l'attente numéro 1, et c'est pour ça qu'on avait fait cette première enquête, c'est que c'est la valorisation de nos métiers dont on est en train de parler maintenant. Et les freins, les freins, c'est le manque de confiance, par exemple, ou du coup le manque de rémunération en deuxième point. Alors, petit récapitulatif, comment en fait ça fonctionne? Alors, on a parlé tout à l'heure de la CCNS. Alors, l'idée, c'est quand même de bien comprendre comment se fait la loi. Je le dis parce que Facebook, c'est un super outil, mais quand on lit les mécontentements, ça reste sur Facebook. Et puis là, on bonbonne, on marronne, comme on dit. Mais finalement, est-ce qu'on est vraiment là où ça se passe? Alors, vous le savez, il y a des organisations syndicales dont on fait partie, les organisations patronales. Elles se réunissent 6 fois par an dans ce qu'on appelle des commissions paritaires mixtes. Elles se réunissent et ça discute, ça négocie. Donc, du côté des organisations syndicales, pour le tennis, aujourd'hui, c'est premier service. Et donc, on est représenté par la CFDT. Et puis, du côté des patrons, il y aura la Fédération française de tennis et puis il y aura le Cosmos. Et là, en fait, ça négocie, on discute et on amende. On crée une CCNS qui a été créée en 2005. Et puis, ça change, en fait, au gré des négociations. Là, on a eu un débat, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur le CQP. Voilà, les règles du jeu changent avec les avis des uns et des autres, les votes, etc. Donc, on crée une CCNS. Et quand on est sur Facebook et qu'on parle et qu'il y a des polémiques, finalement, on peut traiter des vrais problèmes, mais je n'ai pas l'impression qu'on est là où il faut. Donc, l'idée, c'est quand même d'être présent. Donc, pourquoi est-ce qu'on a créé un syndicat? Alors, je vous fais le petit récap. Pourquoi est-ce qu'on a créé le syndicat, nous? En fait, il y a eu le Covid, ça, vous n'avez pas passé à côté. Et à un moment, on s'est retrouvé avec, je me rappelle bien, une visio avec l'ancien président de la FFT, un de ses conseillers, et puis les enseignants, ils nous avaient invités, etc. Et là, moi, je me suis aperçu, alors je n'étais pas le seul, puisque je n'ai pas fondé le syndicat tout seul, Cédric Gravier, Antoine Adam, Christian, Nadia, etc. On s'est rendu compte que finalement, on était perdus, on était complètement perdus, on n'avait pas de réponse à nos questions juridiques. Est-ce que je dois rattraper les cours, mais j'ai été payé, comment ça se passe, et on me dit ci, et on me dit ça, et j'ai besoin de conseils, etc. Donc, pourquoi un syndicat? Déjà, effectivement, pour être là où ça se joue, c'est-à-dire dans ces commissions paritaires, parce que c'est là où se fait la loi, finalement. Donc, c'est comme si je n'étais pas sur le terrain, je suis convoqué à un tournoi, on me dit, je me suis inscrit au tournoi d'Aix-en-Provence, Marseille, Rennes, Aubenas, Les Vence, etc. Et en fait, je n'y vais pas. En fait, j'ai l'impression que je ne suis pas au bon endroit. En fait, on m'a dit, ouais, le tournoi, c'est à Marseille dans le 13e, puis je me retrouve à Marseille dans le premier. Donc, il y a quelque chose que j'ai manqué. Donc, si on n'est pas là où ça se joue, littéralement, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Ensuite, un syndicat, ça sert à s'assurer. Est-ce que vous connaissez des gens qui s'assurent quand leur maison est en train de brûler ou quand elles ont brûlé? Non. Donc, on prend une assurance au cas où. Et ça, comme le dit Christian, et je le remercie, c'est que, et on le voit très souvent dans les dossiers qu'on traite, et on en traite 1 à 2 par semaine en ce moment, quand il y a un changement de présidence ou un changement de bureau, ça peut glisser assez vite. Donc, si vous vous assurez pas au moment où votre maison brûle, vous n'appelez pas l'assureur à ce moment-là, et vous n'appelez pas votre assureur non plus quand la maison est en cendres. Et c'est pareil quand vous roulez en voiture. Quand vous roulez en voiture, vous avez une assurance, en tout cas je l'espère, c'est quand même plus prudent et plus respectueux des autres. Du coup, vous n'assurez pas votre voiture quand vous avez eu un accident ou quand elle tombe en panne parce qu'elle est défectueuse. Voilà, ça se fait avant et ça se prévoit. Du coup, effectivement, dernier point, pourquoi un syndicat? Parce que quand on connaît ses droits et les règles du marché de travail, là j'ai mis des photos de Christian qui intervient dans 2 formations en PACA. Quand on connaît ses droits et les règles du marché du travail, c'est quand même beaucoup plus facile de négocier déjà, et c'est beaucoup plus facile de partir du bon pied. Si effectivement je commence ma carrière avec un contrat bancal, il est possible que je me le traîne toute ma carrière et que je n'arrive pas à faire valoriser
notamment mon expérience. Donc, c'est très, très important de connaître la loi et on est là pour ça. Donc, je vais arrêter le partage, voilà, après cette petite présentation assez rapide. Donc, j'arrête le partage et on va prendre les questions. Donc, on se les est réparties avec Christian et Nadia. Donc, j'arrête le partage d'écran. J'y reviendrai plus tard. Est-ce que vous avez d'ailleurs des questions? On peut faire une petite pause parce que là, j'ai beaucoup parlé, donc j'ai besoin de prendre un petit verre d'eau. Mais est-ce que c'était clair ou est-ce que vous avez éventuellement des choses sur lesquelles vous vouliez revenir? Moi, j'avais une précision à donner. Ouais, merci. Vas-y. Ouais, sur la diapositive que tu as donnée sur la grille des salaires. Mhm. Euh, pour moi, bon, elle est ce qu'elle est, cette grille, mais il ne faut pas oublier qu'on a des usages dans notre profession Oui. qui sont de ne pas révéler ce qu'on gagne. Donc, les chiffres qui sont là sont, pour moi, voilà, c'est pas qu'ils sont D'accord. pas réglo, mais bon, les trois quarts des profs, il fait quand même du travail au noir. Notre Ça profession, arrive. il est d'usage de ne pas déclarer toutes les leçons. Donc, dans les revenus qui sont donnés là, la fourchette, il y a une partie des revenus qui sont oubliés. Donc, ce n'est pas tout à fait la réalité. Je ne dis pas que tout le monde fait ça, mais moi, pour discuter avec beaucoup d'enseignants, la partie libérale, c'est la partie qui est souvent opaque. On ne sait pas trop combien tu fais d'heures. Ah, je ne sais pas, tu ne fais pas les stages, mais je les déclare, je ne les déclare pas, etc., etc. Ce qui fait que ça fausse un petit peu quand même notre grille de salaire Mhm. sur les revenus pour moi. Voilà. Mhm. Bon, c'était la petite remarque que je voulais Ouais, mais faire. tu as raison de signifier, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que c'est Généralement, les profs ne parlent que de la partie qu'ils déclarent quand ils répondent. Je dis bien quand ils répondent. Parce que quand il répond. si on a Oui. aussi peu de réponses, et la Fédé, si elle n'a eu que 798 réponses sur l'enquête de juillet de l'année dernière, ce n'est pas pour rien. Pourquoi on n'arrive pas à établir de manière, je dirais, plus claire le nombre d'enseignants, je ne dis pas qui détiennent le diplôme, parce qu'on est bien au-delà des 10 000, mais qui exercent encore à ce jour, qui sont en club, ne serait-ce que pour faire 2 heures, 3 heures à des temps pleins ou voire à des 50 heures, c'est parce que c'est une profession, on ne dit pas vraiment ce qu'on fait et ce qu'on gagne. Mhm. On est caché quand même. On vit Mhm. dans le cachet. Voilà, ça c'est dans nos usages à nous. C'est comme ça, j'y peux rien. Mhm. Et il n'y a aucune obligation légale qui fait qu'on doit se déclarer aussi bien à la FFT qu'à la jeunesse et sport. Quand vous voyez la difficulté que c'est d'aller à la jeunesse et sport pour y être allé la semaine dernière à titre perso où on me barre l'entrée, on me dit non, monsieur, vous ne rentrez pas, si c'est fermé. Si vous n'êtes pas sur rendez-vous, c'est interdit. C'est jeunesse et sport, je dis, c'est pas la Banque de France. Donc, vous voyez, on en est là quand même. Donc, c'est Mhm. pour ça que je vous dis, c'est plus compliqué qu'on ne croit de faire des véritables évaluations et d'avoir les vrais chiffres. Voilà, pour moi, Mhm. c'est difficile. Voilà, c'est tout ce Ok. que je voulais dire. Ouais, merci Christian. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait prendre la parole sur ce sujet? Ok. Je continue. Allez, on y va. On va prendre les questions comme ils disent, des internautes. Première question. Qu'est-ce qu'on entend par association à but non lucratif et quels sont nos leviers quand notre structure ne redistribue pas les bénéfices à ses professionnels? En fait, qu'est-ce qu'on entend par association à but non lucratif? La personne qui a posé cette question, elle répond dans la deuxième partie de sa phrase, c'est-à-dire que ça veut simplement dire que effectivement les bénéfices ne sont pas redistribués. Ça veut juste dire ça. Alors une association a le droit effectivement d'avoir des produits commerciaux, alors dans une certaine mesure, il ne faut pas que non plus ça prenne toute la place. Et une association a le droit, effectivement, d'organiser 6 événements par an pour pouvoir, à côté des adhésions, à côté des locations de cours, etc., faire rentrer de l'argent. Par contre, une association à but non lucratif, effectivement, ce n'est pas fait pour redistribuer de l'argent auprès des investisseurs. D'ailleurs, il n'y en a pas. Il y a des dirigeants bénévoles. Par contre, souvent, on entend il faut faire zéro à la fin. Donc, du coup, on va acheter du matériel, on va dépenser notre argent. C'est pas du tout ça. L'association a tout à fait le droit d'avoir une trésorerie. Quant à la deuxième partie, effectivement, de la question, quels sont nos leviers?
vos leviers, c'est la négociation. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Nadia, ou ce que tu en penses, Christian. Le levier, c'est la négociation, et notamment, éventuellement, la négociation de primes, 13e mois, de primes sur objectif, de primes sur résultat, etc. Entre autres. Christian. Oui, la difficulté dans une relation contractuelle, c'est tout. Tout réside dans la négo. Et tout se négocie. Tout. Tout. On n'y pense pas, mais tout se négocie. Donc, soit vous êtes un fin négociateur et vous arrivez à. C'est pas parce que vous êtes 15-4, par exemple, comme je dis toujours en formation, que le fait de jouer le dimanche en équipe est un dû. C'est pas un dû. Vous êtes -4, vous êtes payé, vous êtes 15-4, bah, vous n'avez rien du tout. Non. Tu es DE, tu es 15-4, tu es 15-2, tu ne vas pas te faire payer, on est bien d'accord, mais tu peux négocier autrement ton temps de mise à disposition de ton temps avec l'employeur. De jouer en équipe le dimanche, bah, c'est du temps que tu ne vas pas consacrer à ta famille, c'est du temps sur lequel tu ne vas pas être chez toi. Alors, entre 20 et 30 ans, ce n'est pas grave, on est jeune, on a la passion, je joue, mon placement, mon ci, mon là. Mais quand on a une vie de famille, quand on a des enfants et qu'à partir de 35, 40 ans, ben on vous dit papa, tu viens me voir, ton fils te dit papa, tu viens me voir jouer au foot dimanche. Il dit bah non, j'ai les matchs par équipe. Une fois, deux fois. Mais au bout d'un moment, on commence à réfléchir. On se dit bon, ce temps passé sur le cours, c'est pas du temps rémunéré, mais c'est du temps quand même. Donc, si vous jouez en plus en senior plus au mois d'octobre, au mois de novembre, ça vous fait encore 5 dimanches. On peut vous sortir de la poule, etc., etc. Ça fait beaucoup de dimanches de prix. Donc, voilà, ça, c'est des choses qui se négocient. Pas qu'on va se faire payer à 15-2, c'est pas l'intérêt. Mais par exemple, si vous avez une taxe de terrain pour vous donner vos leçons libérales, bah, vous pourriez la voir à la baisse, par exemple. Un contrat textile, je ne sais pas, il y a d'autres choses à voir, hein, mais tout se négocie. Ce n'est pas un dû de jouer en équipe pour un club. Vous êtes enseignant, vous n'êtes pas joueur. De surcroît, si vous jouez le dimanche, ça fera l'objet d'un autre contrat qu'on appelle le contrat de professionnalisation, qui est un contrat de joueur. Ça n'a rien à voir avec le contrat de salarié que vous pourrez avoir dans la semaine pour faire vos heures de cours. Mais justement, avant de faire partie du syndicat, le contrat de professionnalisation, je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas qu'il y avait ce contrat-là pour les enseignants. Voilà. C'était possible. Ouais. Tout est possible. Mais dans la CCNS, tout est, en gros, c'est une base, mais tout est quand même clarifié. De surcroît, elle a été étendue depuis quelques années. La première, qui est sortie en 2005, elle fait 84 pages, je crois, ou 89 pages. La deuxième fait 235 pages. Et toutes les disciplines, y sont décrites. D'accord? Donc, en fait, si vous lisez un petit peu, vous apercevrez que vos réponses, vous les avez dans cette CCNS. C'est pas la peine d'essayer d'inventer des lois. Là. Ils ont été loin quand même dans le détail. Donc, à nous de lire et de comprendre comment ça fonctionne. Et vous avez des moyens de dire, bah, tiens, là, par exemple, mon temps le dimanche, bah, si vous me faites travailler, c'est quand même majoré de 50% mon temps de travail. D'accord? Le 1er mai, c'est majoré de 100%. Toutes ces choses-là, et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, ça date quand même de 2005. Et on est en 2022 et on se pose ces questions que maintenant. On a un gros souci, on a un gros retard. C'est vrai. Voilà. Ça, Si j'ai autre chose à vous ça, dire, c'est un constat. c'est que ce n'est pas la convention collective du tennis, c'est la convention collective du sport. Et on est interdépendant des autres disciplines. C'est ça notre souci. Alors, il y a des choses qui sont pas bien pour nous, hein, mais bon, malheureusement, on est obligé de s'accorder avec les autres sports. D'accord? Quand on nous a posé une question, je crois, sur les tarifs, sur les salaires, mais c'est un salaire sur la CCNS qui est un salaire minimum, on le mais reverra pas un enfin, ça c'est maximum. vraiment à retenir, effectivement. Un Moi, j'ai une minimum. question pour toi, Christian. Oui. J'ai une question, je reprends la question d'un internaute. Hein. Vu que le salaire ne progresse pas, bon, voilà, peut-être le sien, hein, il parle peut-être du sien, donc ça va voir. Faut-il revoir les contrats de travail et aussi ajouter toutes les tâches bénévoles afin qu'elles soient payées? C'est impossible qu'un salaire ne progresse pas. De fait, Déjà. à partir
moi, je l'ai vu sur 18 mois sur la convention nationale étendue, mais sur la convention normale, c'est à partir de 24 mois. Vous avez obligatoirement, en tant qu'employeur, l'obligation d'avoir la prime d'ancienneté. Alors, c'est des 0,0 quelque chose, mais votre salaire, il bougera de toute manière. D'accord? C'est obligatoire. De fait, il va bouger. Après, c'est la négociation. C'est la négociation qui fera que vous aurez un meilleur salaire majoré. Il y a un minimum qui est donné dans la CCNS. Par exemple, sur un groupe 3, c'est un SMIC majoré de 24%, je crois, au niveau du salaire minimum. Mais rien ne vous empêche de demander plus. Si vous pensez que vous valez plus, eh ben, vous négociez votre salaire. Point barre. Il n'y a pas de maximum. C'est l'offre, la demande et vos compétences surtout. Si vous arrivez, comme je leur dis en formation, vous arrivez, vous dites, j'ai mon DGEPS. Oui, et après, l'employeur, qu'est-ce qu'il va vous dire? Bon, est-ce que tu sais faire un petit peu d'informatique? Oui, non. Tu sais faire un peu de gestion des ressources humaines? Oui, non. Tu sais faire de la gestion de projet? Oui, non. Tu sais faire de la compta? Oui, non. Tu sais faire de l'accueil, etc., etc., etc. Mais ça, c'est des compétences dont l'employeur aura besoin dans un club en fonction du besoin, de la dimension du club. Et si vous n'avez pas ces compétences-là, bah, vous allez rester technicien pendant un long moment. Technicien 3 ou technicien 4, ce n'est pas grave si c'est un choix de votre part. Mais vous ferez que du terrain, mais votre évolution de salaire, elle va se restreindre, elle va être limitée. Parce que vos compétences, c'est elles qui vont définir, en fait, l'augmentation dans la classification pour avoir un salaire plus important. Tout à Voilà. fait. C'est comme Et ça que ça fonctionne. tu viens de répondre finalement à une question similaire. Peut-on imposer aux dirigeants un taux horaire en fonction du nombre d'années d'enseignement ou une augmentation obligatoire chaque année? C'est prévu par la loi, plus le rôle de la négociation. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. J'ai une question. À quand des heures payées mieux le week-end et le soir? Cela me coûte plus cher de faire garder mon enfant le soir que de travailler. Les nounous prennent un tarif différent après 20 heures, pas dans le tennis. Alors, on en revient. Alors, moi, j'ai une réponse qui est effectivement à quand des heures mieux payées le week-end et le soir. Alors, le week-end, bon, il y a le dimanche. Donc là, le dimanche est majoré puisque c'est le jour de repos hebdomadaire. Donc là, normalement, les heures effectuées le dimanche sont majorées, soit elles sont majorées en termes de salaire, soit effectivement, il y a un repos compensateur. Donc ça, c'est déjà plus cher dans la loi. Et ensuite, cela me coûte plus cher de faire garder mon enfant le soir que de travailler. Alors, je vais le dire sur une boutade, je ne connais pas la convention collective pour les nounous. Je ne sais pas d'ailleurs à quelle catégorie professionnelle ça appartient. Mais effectivement, les nounous, elles ont compris que le problème rencontré par, en l'occurrence, un enseignant qui travaille le soir est important et que cet enseignant est probablement prêt à mettre un petit peu plus d'argent parce que c'est un service qui finalement lui enlève une épine du pied. Et c'est vrai que là, dans le tennis, probablement, l'histoire a montré qu'on avait du mal à savoir vendre nos compétences, nos services, les besoins auxquels on répond. Et on a probablement accepté au fil du temps pour un travail qui se fait en décalé, hein, ça c'est la sociologie effectivement des enseignants de tennis ou des gens qui sont éducateurs sportifs, c'est qu'on rend un service et je crois qu'on ne se rend pas compte du service que l'on rend à des gens qui viennent sur un temps de loisir, après le travail, prendre un cours, jouer, parfois à des heures tardives. Et je crois que là, du coup, on a eu un problème, justement, comme tu disais, Christian, de négociation. Alors, ça peut se passer effectivement aussi au niveau des cotisations, au niveau de l'employeur qui, entre guillemets, brade le service, mais il faut se rendre compte qu'on rend service et qu'on a beaucoup de valeur à faire ça parce qu'on donne du plaisir aux gens, on les divertit, on les distrait et on le fait sur des heures où, effectivement, la plupart des gens ne travaillent pas, mais ils viennent s'amuser. Donc voilà, moi, comment je répondrai à cette question. Nadia ou Christian, si vous avez, vous aussi, votre version, n'hésitez pas. Hein. On est dans un métier de loisir. Si, à la base, on veut travailler comme tout le monde, c'est-à-dire 8h midi, 2h, 5h, c'est qu'on s'est trompé de boulot. On s'est trompé de voie. Si tu n'es pas prêt à travailler le week-end, comme je leur dis en formation, si tu n'es pas prêt à travailler le soir après 18h où les gens ne travaillent moins, ça va être compliqué.
Si tu veux faire que des heures, 8h midi, 2h, 6h en semaine, en prof de tennis, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ça va être compliqué. Voilà, de remplir un planning avec, avec ces horaires-là. Effectivement, c'est possible dans des gros clubs. On C'est avait, possible, mais… voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait eu un historien du tennis. Bon, lui, il s'avère qu'il travaille à Hong Kong et il travaille dans un très gros club. Et effectivement, il a des horaires qui peuvent être aménagés et être beaucoup plus, entre guillemets, normés. C'est-à-dire qu'il peut donner un cours de tennis à 8h, 9h, 10h, etc. Parce que là, on est dans des gros clubs. Mais la sociologie des clubs en France fait qu'effectivement, la plupart du temps, la très grande majorité du temps, vous le savez, j'enfonce une porte ouverte. C'est le soir, le mercredi à fond, le samedi matin. Et par contre, si vous travaillez le dimanche et que vous êtes salarié, regardez bien la CCNS ou appelez-nous, parce que ça, ce sont des heures qui sont majorées. Mais oui, Christian, effectivement, c'est un métier sociologiquement comme ça. Voilà, ça se fait comme ça. Ouais. Ou dans ce ouais, c'est ça. Que les vacances scolaires. Exactement. Ouais, tout à fait. Merci. Tout à fait. Du coup, on répond progressivement avec nos réponses à d'autres questions qui sont dans la même veine. Serait-il possible de négocier un taux minimum de rémunération pour un enseignant DE? Christian a répondu sur finalement ces taux minimums de rémunération, ils sont déjà négociés et ils augmentent en plus chaque année. C'est les rémunérations minimum, j'allais dire syndicales, au niveau de la grille de classification. Nadia, moi j'ai une question pour toi. Pourquoi les dirigeants catégorisent les coachs comme des employés au lieu de les voir comme des enseignants compétents aux diverses qualités? Eh bien, écoute, quand j'ai commencé à travailler sur la question, je l'ai trouvée hyper intéressante. Dès le départ, j'ai trouvé des difficultés à y répondre et ça m'a amené vers une autre question. Donc, peut-on être épanoui, en fait, quand on est un professionnel et compétent ou non, hein, peu importe, et quand son employeur est un bénévole qui n'a pas toutes les réponses. Donc, voilà. Oui, tout à fait. En C'est gros, souvent ce qui revient. Ouais, mais c'est ça, en gros, pourquoi on n'est pas considéré par l'employeur à juste titre? C'est une question qu'il faudrait même peut-être poser directement à l'employeur, finalement. Mais notre version en tant que syndicat, et Christian en a parlé tout à l'heure, c'est finalement un professionnel qui est compétent. Quand il n'arrive pas justement à être considéré comme compétent, c'est que il a peut-être un problème à améliorer au niveau de l'affirmation de soi, au niveau de la négociation et surtout comment arriver à mieux se vendre. Et finalement, on peut répondre à cette question par l'inverse. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on va être considéré comme un professionnel compétent par son employeur? Donc, au final, si je connais mes droits, si je sais bien négocier, et avant de bien négocier, donc si je connais bien la CCNS, forcément, je vais montrer que je connais le cadre du droit du travail, le cadre légal, au niveau légal. Donc, finalement, ça revient à dire que l'enseignant doit avoir des compétences donc, sur le terrain, mais aussi des compétences annexes. On en a parlé tous les deux la dernière fois, des compétences et des connaissances surtout annexes sur les textes de loi, sur enfin, voilà, les textes de loi, la CCNS, tout le cadre juridique, finalement. Il ne suffit pas d'être bon sur le terrain. Il faut tout de même avoir des compétences voilà, annexes sur le cadre juridique. Tu as raison. Enfin, moi, je suis assez d'accord effectivement avec cette réponse. On peut la renverser. Effectivement, souvent, c'est ça l'art de poser les bonnes questions. C'est quelle est la bonne question qui se cache derrière ça? Alors, finalement, c'est qu'est-ce que je peux faire moi comme enseignant? Enfin, qu'est-ce qui est valorisable? Qu'est-ce qui est valorisé dans les clubs? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un débat. Est-ce que c'est uniquement le terrain? Bon, Christian disait effectivement, l'employeur, quand on arrive à l'entretien d'embauche, il va nous demander si on sait manier l'outil informatique, si on connaît Adoc, si on sait faire une affiche, si on sait communiquer, si on a le sens de l'accueil, si on a voilà, ce genre de choses. Et effectivement, aujourd'hui, ça se situe évidemment sur le terrain avec de la péda, et c'est super important parce qu'on sait qu'une bonne péda fidélise des gens, hein, en tout cas les gens qui viennent apprendre et qui viennent pour l'enseignant. Mais effectivement, il n'y a pas que ça. Christian? Oui, je suis d'accord.
pour moi, quand je vois les candidats en formation, là, c'est une première, hein, ce qu'on a fait cette année. Hein, enfin, ça n'existait pas. Hein. De les former sur ce cadre-là, sur ce cadre juridique, c'est la base pour moi, parce qu'ils se sont mangés. Une fois que vous avez signé le contrat, c'est mort. Hein. Pour revenir Oui, dessus, voilà, tout c'est compliqué. démarre du contrat, hein, ouais, dès Ouais, la signature du contrat. Si si tout tu n'est pars pas sur bien câblé, ouais. si tu pars sur de mauvaises bases avec un mauvais contrat, euh, tu vas pas te transcrire dans la durée dans le club, hein, à mon avis. Hein. Soit tu arrêtes, soit tu vas au conflit. Il n'y a pas 50 solutions. Oui. Généralement, les trois quarts, ils arrêtent. Ils disent, bon, ben, je change de club. Voilà, ça ne me convient pas, je vais essayer de trouver mieux. Voilà ce qui se passe. Tu veux dire, il démissionne? Il démissionne, voilà, tout simplement. Oui, voilà, il lâche prise. Parce qu'ils ne sont pas armés pour se défendre, en fait, par rapport aux employeurs, qui, eux, sont… ben, déjà, ils sont plusieurs, les employeurs. Il y a le trésorier, il y a les membres du bureau. Et puis, c'est surtout qu'ils n'ont rien à perdre. C'est Eux, ça. ils n'ont rien à perdre. Ils Et n'ont c'est rien à ça le perdre. problème. Le combat, il est inégal à ce niveau-là. Toi, tu Oui. perds ton boulot, tu perds ton job, tu perds de l'argent, tu perds tout, tu perds ta place. Eux, ils n'ont rien à perdre, ils ne sont pas responsables. Donc, qu'est-ce qu'ils risquent? Pas grand-chose. Même s'ils se trompent, je ne sais pas qui c'est qui en parle, on en parlait tout à l'heure au début, là, sur les contrats, c'est Laurence, hein, qui disait que les contrats sont pas bien faits. Moi, personnellement, je fais des contrats dans le Var depuis un an, là. Il n'y en a pas un qui est aux normes. Pas un. Je les reprends tous, un par un. Il y a des articles je dis au président, mais comment vous avez pu signer ça? On a fait confiance au Cosmos, où on pensait que. Je dis, mais ça ne marche pas, ça. Je vous donne un exemple. Un article 7, l'enseignant doit être présent le dimanche pour superviser les matchs en équipe. Article 8, le jour hebdomadaire de l'enseignant est le dimanche. Je dis, mais comment vous avez pu signer un truc pareil? Aussi bien le prof qui n'a pas lu que vous, les dirigeants qui avez pondu ça. Ah oui, c'est vrai. Mais des exemples comme ça, j'en ai à l'appel. Oui, oui. Et On en voilà. voit quand vous nous envoyez les contrats, effectivement, qu'on les révise parce que c'est un de nos chevaux de bataille. Spécialité. Ouais. Notre Ouais, spécialité. non, on dit comme ça, nos spécialités. Oui, oui, Ouais. c'est vrai qu'on rend ce service-là qui est, avant de signer un contrat, vous pouvez nous les envoyer pour qu'on les révise. Éventuellement, on les retouche, on vous fait un retour, etc. Donc ça, on adore faire ça. C'est vrai que des fois, on lit des choses. Moi, pas plus tard que la semaine dernière, effectivement, je suis sur un CD2I, hein, donc un CDII, donc que vous connaissez, et effectivement, mention d'heures complémentaires. Ben, non, enfin, dans ce D2I, on ne parle pas d'heures complémentaires. Donc, en plus, ces heures complémentaires, avec des petites erreurs, une valorisation financière qui est plus qui est même pas dans le cadre de la loi. Enfin, des erreurs comme ça, c'est vrai qu'on en voit. L'enseignant signe ça et après, ben, s'il veut éventuellement faire reconnaître ça comme une clause abusive, il faut aller au prud'homme, mais ce n'est pas toujours la solution qu'on préconise. Donc, des erreurs, effectivement, d'incompétence, pas toujours de malhonnêteté. Moi, je ne pense Ouais, pas ça, que c'est vrai. d'ailleurs les employeurs ne sont pas évidemment tous malhonnêtes et les enseignants peuvent l'être de notre côté. Il y a des gens qui s'arrangent. On n'est pas là pour dire oui à tout ce que disent les enseignants et non le patronat et les patrons. Non, ce sont mais on n'est pas là-dedans. Mais voilà, par manque, c'est vrai, de compétences juridiques des deux côtés, ben, on se retrouve des fois dans des situations ubuesques. Voilà. Christian, deux questions en une finalement. Comment négocier la mise en place de primes? Et puis, comment s'y prendre? Alors, si tu as des petits conseils comme ça pour mener une bonne négociation. Est-ce que toi, quand tu es en formation, finalement, qu'est-ce que tu apportes comme connaissance aux apprentis, aux stagiaires Pour la sur la prime, négo? d'abord pour la prime, pour répondre à ta première question, ce n'est pas une obligation. Mhm. Ce n'est pas une obligation légale d'en avoir. Si vous en avez une, si vous l'avez négociée, tant mieux pour vous d'avoir un 13e mois ou une prime à l'intéressement. C'est pas dans notre culture de faire ça. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais bon, ça pourrait l'être. Hein. Par exemple, de dire, bah, moi, j'ai renouvelé à 90% mes élèves, aussi bien enfants qu'adultes, donc je pourrais avoir une prime de temps
ben, pourquoi pas, au contraire, c'est bien. Mhm. C'est valorisant pour l'enseignant, ça le motive, plutôt que de gagner la même somme chaque mois avec ni plus ni moins. Euh, dans les entreprises, ils fonctionnent à l'intéressement. Non, ce n'est pas notre culture. Mhm. Rien ne nous empêche de le développer, hein, chacun dans vos clubs, de proposer ça à votre employeur, avoir des J'ai vu des objectifs. Et contrats puis, comme ça. J'ai vu des contrats aussi sur des stages, par exemple, en disant, voilà, à partir du moment où je fais venir X personnes dans les stages qui ne sont pas du club et qui ont peut-être intérêt à terme, et c'est comme ça que je vais les fidéliser, à prendre leur adhésion, il y avait des primes de cet ordre-là aussi. Ouais. le meilleur moyen d'obtenir ces primes, c'est lors de l'entretien obligatoire, je dis bien obligatoire pour ceux qui sont en salarié, bien évidemment, de l'entretien annuel d'évaluation, Oui. d'accord, qu'on a essayé comment dire, de mettre dans la future charte qui va sortir. Je ne sais pas si vous êtes au courant, la future charte qui va sortir au niveau de la FFT. Eh ben, ils ont retenu notre proposition sur l'application de la loi de cette, comment dire, de cet entretien annuel d'évaluation, ainsi que le paiement du temps effectif. Bon, ça, c'est deux propositions qu'on a faites, nous, le syndicat, et qui ont été retenues par la Fédé. Ça va être dans la charte. Ben, dans cet entretien, ben, vous dire à votre employeur, ben, on a des objectifs. Voilà, si je les atteins, j'ai telle prime, et si je ne les atteins pas, je ne l'ai pas, ou j'ai une prime moins grosse, etc., etc. Rien n'empêche de le faire. Voilà. Pour la négociation, en fait, la règle, c'est d'abord de bien connaître la loi. Quand vous voulez bien négocier, c'est comme ce que je dis aux stagiaires, c'est d'abord de connaître vos droits et après de savoir dans une négociation où est ce que j'appelle moi le point de rupture. Oui. C'est marqué nulle part, hein, c'est moi par expérience. Où est-ce que jusqu'où je peux aller sans choquer mon employeur et voir jusqu'où je peux le faire céder. Voilà, le point de rupture. Et ça ça ne s'apprend pas. Ça se ressent. Voilà. Qu'est-ce que je peux demander? Qu'est-ce qui est du domaine de l'acceptable dans mes demandes? Voilà, ça c'est chacun le sent ou le sent pas. Mais dans une négo, tout se négocie. Vous êtes dans un milieu d'affaires, c'est pas parce que c'est du tennis, vous faites du libéral, vous faites du statut mixte, vous faites que du salarié, vous faites de la prestation de service, tout se négocie. Donc, à vous de bien penser quand vous avez votre entretien, euh, de, de bien penser à l'avance ce que vous voulez, ce que la partie d'en face va pouvoir vous céder et le point de rupture, le point qu'il ne faut pas dépasser, de ne pas être outrancier dans vos demandes, de ne pas demander des trucs qui sont surdimensionnés. Et puis peut-être des choses sur lesquelles vous êtes prêt aussi à lâcher, c'est-à-dire en contrepartie d'eux. Il y a Oui, des choses qui pour vous sont importantes, des choses qui sont moins importantes dans cette négociation, des c'est choses pour toujours, obtenir oui, quelque chose, je vais lâcher, abandonner d'autres choses, mais finalement ces choses-là ne sont pas les plus importantes pour moi. Donc ça, c'est exactement. se Il mettre faut au savoir clair là-dessus avec soi-même. ce que vous allez pouvoir proposer en face quand vous demandez quelque chose. Qu'est-ce que vous donnez en contrepartie? C'est jamais du donnant que d'un côté. C'est Mhm. donnant d'un côté et donnant de l'autre. C'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, ça ne marche pas. L'employeur, pourquoi il vous donnerait des choses qu'il n'a pas à vous donner et inversement? La négo, c'est un équilibre. C'est un juste équilibre entre vos demandes et celles de l'employeur. Mhm. Après, voilà, la meilleure manière, c'est quand même de communiquer, d'être posé dans votre discussion et de ne pas avoir des demandes inaccessibles. Voilà, aussi. Du style, voilà, je veux être cadre 6, mais je veux travailler que 4 jours sur 7. Je veux entre midi et 2 une pause, etc., etc. Je veux un contrat raquette, je veux un téléphone de fonction. Moi, j'en ai vu des demandes en tant qu'employeur, j'étais employeur, des demandes de profs qui étaient complètement Côté de la plaque, quoi. surdimensionnées. C'est pas possible. À un Mhm. moment donné, c'est pas parce que vous êtes bien classé ou que vous avez un passé dans le tennis que vous devez accroître vos demandes. C'est pas ça. Ce qui compte, c'est vraiment vos compétences. C'est ça qu'il va falloir mettre en avant. Malheureusement, je dirais, quand je vois dans les entretiens, malheureusement, ce sont ces compétences qui font défaut à chacun.
Alors, on peut en avoir quelques-unes, hein. Là, il y en a qui m'ont dit, moi, je suis bon en sport santé. L'autre, j'ai l'option paddle. Ça reste des logiques de terrain. Et Mhm. au jour d'aujourd'hui, et vu ce que je vois sur le marché, les demandes des employeurs sont beaucoup plus complexes que ça, sont beaucoup plus administratives que ce qu'on croit. Alors, Mhm. c'est quelqu'un qui aurait des disponibilités du 7 sur 7, d'accord, qui commence Oui. à. Voilà, bah, ça déjà, c'est pas mal. Qui veut commencer à toucher à la paperasse, ça, c'est des demandes, qui veut s'occuper de l'accueil, voilà. Tout ce qui est hors terrain, pour moi, tout ce qui va être hors du terrain va être valorisé. Mhm. Plus que si vous dites, bah, moi, je suis capable de former 2-2-6. Oui, mais bon, combien de clubs vont avoir ce genre de demande? D'accord. C'est ça qu'il faut voir. Tu sais, j'ai l'impression que ça serait peut-être même le thème d'un deuxième live, ça. C'est-à-dire que de ce que je lis et de ce que je vois, c'est vraiment hyper important. Savoir négocier, savoir, avec des Oui. guillemets, se vendre. J'ai l'impression qu'on pourrait faire un live que là-dessus. Donc, pour ceux qui qui regardent en replay, éventuellement dans les commentaires, dites-nous voilà, dites-nous le sujet qui vous intéresse pour un deuxième live, mais j'ai l'impression que ça reste quand même celui-là, quoi. Voilà, c'est-à-dire que on ne connaît pas bien la loi, on ne sait pas trop comment ça marche, on ne sait pas trop où il faut être, comment faire passer ses idées, etc. Mais on ne sait pas aussi forcément négocier. Alors du coup, moi j'ai une petite astuce, hein, que j'ai utilisée, qui a fonctionné. Alors, pour moi, c'est du 100%, mais je pense qu'elle fonctionne assez bien. C'est souvent quand on va à l'entretien, en fait, le jeu, il est entre l'interrogatoire de l'employeur sur le salarié. Et je pense que toute l'idée, c'est de renverser ça et finalement de soi-même, en tant qu'enseignant, du coup, poser les questions à celui qui d'habitude les pose. Et moi, j'avais utilisé ça et ça commençait, parlez-moi de vous, machin, etc. Et j'ai dit, je veux bien vous parler de moi, il n'y a pas de souci, mais est-ce que vous pourriez me parler du projet du club? Est-ce que vous pourriez repréciser ce que vous attendez, quels sont vos besoins, etc. Et là, du coup, ça renverse un peu les choses parce que du coup, l'intervieweur devient interviewé et il n'a pas forcément l'habitude de tout ça. Donc, du coup, après, on est un peu plus voilà, en avance, puisque c'est nous qui, au final, posons les questions pour après parler de soi. Et puis, on a pris les infos et là, on les a un petit peu voilà, processées. Et Et du oui, coup, justement, je pense qu'on répond mieux. Je pense qu'on répond mieux et qu'on fait plus mouche. Voilà, moi, c'est une astuce que j'ai utilisée une fois et qui a fonctionné. Voilà, c'est mon expérience, mais je trouve que voilà, ça se tente. Voilà, ça se tente. Je prends la question d'après. Il y a une question sur, justement, tu parlais de la charte. La question, c'est l'impact de la charte sur la réalité du terrain. Alors, là, je peux faire une réponse en deux temps. La première, c'est qu'une charte, ce n'est pas un document de loi. Donc, ça ne fait pas, ça n'a pas un impact, on va dire, obligatoire. Par contre, là où c'est intéressant la charte, et c'est pour ça qu'on a fait les propositions dont parlait Christian sur le temps effectif, c'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaite, c'est que dans cette charte soit au moins marqué trois critères tout de suite valorisables et qui améliorent, un, les relations entre l'employeur et l'employé, deux, les conditions de travail du salarié. On en reparlera à la fin de ce Zoom, mais c'est le temps effectif, par exemple, et comment ça se passe les jours fériés et le dimanche, quoi. Voilà. Donc, ça peut avoir un impact, on va dire, sur l'information qui est mise sur la table. Ce qu'on souhaitait aussi, c'est qu'effectivement, cette charte, elle soit présente lors de la signature du contrat. Alors, c'est bénévole, c'est optionnel. Pas d'obligation légale, effectivement, à joindre une charte à un contrat de travail. Mais à partir du moment où la charte est bien faite, et notamment en insistant sur trois points clés vraiment juridiques, et que cette charte soit annexée au contrat de travail, façon de parler, hein, puisque ce n'est pas obligatoire, je pense que là, effectivement, nous, on pense, en tout cas au syndicat, que là, on fait vraiment avancer la réalité. Parce que quand on va signer son contrat, il y a au moins trois points juridiques hyper importants qui ont un impact immédiat et valorisable sur le bulletin de salaire, parce qu'aujourd'hui, on parle de valorisation financière. Et ensuite, les deux parties connaissent ces trois grands principes. Donc, du coup, les discussions sont quand même beaucoup plus faciles.
Donc, à la fois, la charte, ce n'est pas un document de loi, à la fois, ça peut devenir un document super important. Voilà, ça, c'est ma réponse. Je ne sais pas si Nadia et Christian veulent Oui, rebondir là-dessus. Mais... bien sûr que c'est bon de l'annexer, ça sera bien pour l'enseignant, ça sera bien pour le club. Moi, ce qui m'attriste dans tout ça, c'est que sur ce temps effectif, c'est pas nouveau. Ça date de 2005. On n'en parle que depuis cette année, c'est-à-dire 2022, du temps effectif, alors que c'est depuis 17 ans dans la convention collective. Il y a un Est-ce que tu article peux très préciser précis. ce que c'est que le temps effectif, Christian, du coup? Le temps effectif, c'est le temps, comment on appelle ça? C'est le temps, par exemple, où on se change, où on arrive dans l'entreprise. En fait, le temps effectif, c'est tout le temps qui est hors du terrain, tout simplement. À Le temps partir où du on est moment disponible pour où l'employeur, on est sur le lieu de vous êtes travail, par disponible exemple. sur l'emploi, ouais, le temps où vous êtes disponible, mis à la disposition de l'employeur. À partir du moment où vous êtes dans l'entreprise, vous êtes en temps effectif. Vous discutez avec les parents après le cours, c'est du temps effectif. Vous regardez des L'installation matchs, du c'est matériel. Mm. du temps effectif. Vous installez le matériel le mercredi matin ou je ne sais pas quand est-ce que vous faites le mini-tennis. Il y a quand même du temps pour mettre, selon où vous êtes, pour installer les plots, les pingouins, les cerceaux et tout ce que vous voulez. Ça prend du temps, tout ça. Ça s'appelle du temps effectif. Mais à cause de nos usages, de nos traditions, je dirais même nos traditions, Mhm. on en est là. C'est-à-dire que ce temps-là, ben, c'est normal. Il n'est pas payé, il n'est pas rémunéré. Mais non, c'est du temps, ça. Donc, il faut le faire valoir, quoi, ce temps-là, ce temps effectif. Parce que bon, c'est pas grave, vous le faites une fois. Mais quand vous faites 31 ou 32 ou 33 mercredis de temps effectif euh, à l'arrivée et en sortant et tous les jours, Eh ça fait oui. beaucoup d'heures à la fin. Ça fait beaucoup de Alors, on peut temps que même vous passez en considérer que plus. sur une journée de travail, effectivement, ça serait 30 minutes, quoi. Oui, en gros, des En fois plus, mais gros, peu importe. oui. Euh, Après, soit vous ne le faites pas valoir, ce temps effectif, soit Oui. vous ne le faites pas valoir, mais vous avez un salaire qui est majoré, Mhm. ou il est compris dedans. Mhm. Alors, ça peut se faire aussi. Et ben moi, par exemple, 1 euro ou 2 euros de plus par heure, ça compensera mon temps effectif. Ça peut se faire aussi. On n'est pas obligé de marquer toutes les heures. Néanmoins, bon, c'est une belle avancée sociale si c'est déjà dans la charte hein, pour les Tout à profs, fait. pour l'ensemble des Oui, profs. oui, ça c'est sûr. Ça n'a jamais été mis en place. Hein. C'est Oui. vrai. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Question suivante. Peut-on former les bénévoles dans certaines compétences pour permettre la bonne harmonie? Le terme est important, employeur-employé. En fait, la formation des bénévoles, ça existe et ça existe depuis très très longtemps, en fait. Et la plupart du temps, ça se fait au niveau des CDOS. Je ne sais pas si vous connaissez les CDOS, c'est les comités départementaux olympiques et sportifs. Et en fait, là, il y a plein de formations. Il y a plein de formations, il y a même des logiciels. On apprend sur des logiciels de compta, par exemple, on apprend tout plein de choses. Donc, en fait, les formations des bénévoles des associations sportives, ça existe, ça se trouve voilà, assez facilement. Donc, peut-on former les bénévoles? Oui, en tout cas, les bénévoles peuvent-ils se former? Ensuite, est-ce qu'un enseignant peut former des bénévoles? Ça, c'est une question un petit peu plus compliquée, effectivement, parce que pour pouvoir former, il faut être organisme de formation. Enfin, voilà, il y a tout un process comme ça. Mais si la question, en tout cas, était les bénévoles peuvent-ils se former? Oui, les bénévoles peuvent se former. D'ailleurs, on pourrait imaginer que éventuellement la FFT propose des formations via ses ligues, via ses comités. Je ne suis pas spécialiste, mais je pense que ça existe, oui. C'est-à-dire que les bénévoles dirigeants peuvent se former. C'est vrai que souvent, on a ces griefs-là. Oh, l'association sportive, oh, les bénévoles, nous, on est des pros. Eux sont des bénévoles, c'est pas des professionnels. Je pense qu'il y a beaucoup de cas comme ça différents. Je pense qu'il y a forcément de très bons bénévoles. Il y en a qui sont à côté de leur pompe. Il y en a, enfin, il y a un peu tous les cas. C'est une question qui revient aussi par rapport à la forme juridique. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer la forme juridique pour que ça se passe mieux? Encore une fois, il y a des sociétés dans lesquelles ça se passe très mal, et puis il y a des sociétés dans lesquelles ça se passe très bien, et des associations dans lesquelles ça se passe très bien, et d'autres ça se passe moins bien, voire même mal. En fait, moi, personnellement, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je n'ai pas l'impression que ça soit un problème
de forme juridique, hein, en fait. Hein. Ce n'est pas parce que c'est une asso que c'est mal fait, que c'est amateur. Et puis, il y a des sociétés voilà, dans lesquelles c'est la même chose aussi. Ce n'est pas voilà, la dichotomie, l'opposition entre mauvaise société, parce que ça, je l'ai vécu dans un autre métier. Là, par contre, il fallait être une association parce que, soi-disant, l'association était gentille et que quand on était une société, on était forcément des méchants. En fait, je ne crois pas que le monde se divise en deux catégories. Donc, les bénévoles peuvent se fermer et on peut avoir des gens extrêmement compétents dans une association sportive. Le tissu associatif en France est énorme. Je n'ai pas la stat pour les clubs de tennis, mais je pense que 80% des clubs sont des assos. Est-ce qu'il faudrait que ce soit des sociétés Peut-être. En tout cas, le tissu est tellement important qu'une société qui viendrait s'installer, et si elle voulait faire justement la différence d'une association des bénéfices, je pense que là, elle a des coûts, elle a des charges incroyables. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de société? C'est parce qu'effectivement, s'il fallait gérer ça en société, il y a l'entretien des terrains, il y a le foncier, il y a la location, il y a l'électricité. Enfin, voilà, on peut imaginer aussi des deals avec des mairies, mais effectivement, aujourd'hui, le tissu associatif français, et je pense qu'il n'est pas prêt de changer, on va continuer avec des assos. Et ces bénévoles peuvent se former, c'est tout à leur honneur, effectivement. Mais déjà, quand on est enseignant, quand on est pro, et qu'on connaît, comme on dit depuis le début, les règles, etc., on peut informer les bénévoles que le cadre du travail, ce n'est pas éventuellement celui qui pense. Donc, quelque part, il y a du bon dans le mauvais. Voilà comment je répondrai. Est-ce que quelqu'un a envie de donner son avis? Non? Ok, alors on passe à la question suivante. Pourquoi n'y a-t-il pas de lien entre la fédération et les entraîneurs? Alors, je ne sais pas trop quoi répondre. Peut-être Nadia, peut-être Christian. Pourquoi il n'y a pas de lien? Il n'y a pas de lien. Ben, j'ai envie de poser la question à la fédération. Pourquoi la fédération n'a pas mis en place un lien alors, avec ses comités, avec ses ligues? Je ne sais pas. C'est vrai que ça, j'ai une question un peu. J'ai un peu du mal à répondre à cette question. Bon. Au niveau pédagogique, au niveau administratif, oui, il faudrait peut-être pousser la question un peu plus en détail parce que je participe à beaucoup de formations. Je parle beaucoup avec des intervenants de la DTN, Sophie Courret, Jean-Marc Bosque pour la partie prépa physique. Et sur le plan pédagogique, donc on apporte, il y a beaucoup d'échanges, mais après sur le plan administratif, enfin voilà, il faudrait que la question soit Je pense éventuellement que la question, tu as raison, c'est-à-dire, moi, il me semble qu'il y a un lien. Il y en a du lien. Voilà, il y en a du lien sur de la PEDA, je pense fort. Après, Regarde sur Cédric du ce matin. juridique, effectivement. Regarde Cédric ce matin. Et après, il y a le CRE aussi, le Conseil régional des enseignants, qui se réunissent ou échangent entre eux et communiquent avec les autres enseignants via des groupes WhatsApp. Enfin, nous, on a ça en Bretagne. On a un groupe WhatsApp avec les enseignants et j'ai un groupe WhatsApp avec le CRE avec lequel on échange énormément sur sur des thématiques plutôt liées à la pédagogie et sur, par exemple, du filet, comme on disait la dernière fois. Mais après, sur le plan administratif, il y a du lien, Oui, je mais pense. c'est pas. Ça aussi, c'est une précision. Oui. Tu as raison. C'est probablement pas la mission de la Fédé d'être un syndicat pour les enseignants, quoi. Par statut, c'est pas possible. La fédération, c'est une fédération de clubs, donc c'est une fédération qui représente les employeurs, qui a un accord avec le Cosmos. Les employeurs peuvent appeler le Cosmos par téléphone quand ils ont des questions. D'ailleurs, moi, c'est aussi une des raisons qui m'a poussé à imaginer, en tout cas au départ, le syndicat pour ensuite le créer. C'est que quand j'avais un problème avec mon club, je ne comprenais pas trop, j'ai un peu naïvement appelé le Cosmos et au téléphone, on m'a dit mais je ne comprends pas, vous êtes enseignant, c'est une ligue qui est réservée au club et à l'employeur. Voilà. Donc c'est vrai que la FFT n'a pas vocation à créer un syndicat ou à être un syndicat. Par contre, elle a fait quelque chose
qu'on trouve très bien, c'est le CNE et ses ramifications régionales, comme tu l'as dit, parce qu'on a une âme d'enseignant et à partir du moment où ça fait avancer la cause des enseignants, moi je trouve ça très bien, et on trouve ça très bien d'ailleurs, je pense, mais du coup, ça ne jouera pas le même rôle qu'un syndicat avec tous les services que l'on peut apporter aux enseignants du côté juridique. Par contre, le lien qu'on ne retrouve pas entre la Fédé et une entité qui, pour moi, est très importante, puisque je travaille avec Caroline Martin et Pierre Touzard, ce sont les Mhm. universitaires. Les chercheurs, par exemple, Caroline Martin, qui travaille sur la biomécanique du Oui. service, Mm. ses étudiants ont fait un mémoire et elle a fait un travail sur donc, les blessures, sur la taille du terrain. Et j'ai participé au colloque des enseignants en Bretagne et j'ai été étonnée. Donc, c'était François Duport qui avait dit on est en train de faire la même étude, la même expérimentation, pardon. On est en train d'arriver au même résultat que vous. Et moi, ça m'avait choqué dans le sens où, ben, en fait, ils ont réalisé une étude qui a très bien marché, qui a apporté des résultats. Et la Fédé essaye de récupérer le bébé finalement en créant. Bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas de lien plutôt avec les universitaires. D'ailleurs, les étudiants STAPS qui sont à L3 Oui, peuvent devenir éducateurs sportifs avec une carte bien sûr. pro-professionnelle. Donc, finalement, le lien, je pense que c'est plus avec les universitaires, voilà, qui est Oui, et plus. puis tu me tends une perche sur un sujet que j'aime bien, c'est-à-dire j'aime bien parler d'union et de solidarité. Je Voilà, pense qu'il y a de la solidarité entre enseignants, mais de l'union, je ne sais pas. C'est-à-dire que souvent, bah, ça a de été la petite polémique mutualisation sur même. le CQP, ouais, tout à fait. Les gens de STAPS ne sont pas Reconnu. forcément reconnus, considérés. Attention, le DE, c'est le DE. Par contre, le STAPS, ce n'est pas un vrai DE. Il y a des équivalences, mais c'est moins bien. Enfin, voilà, moi, ce que j'observe, c'est qu'on est désunis, d'où le challenge super intéressant à relever, c'est de créer une véritable union des enseignants, parce que voilà, on se tire un peu dans les pattes, on considère que tel diplôme est mieux que celui-là, et voilà, ça fait pas avancer la cause. Christian, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Alors, je suis d'accord avec vous, hein, pas de souci. Parfait, parfait. Question suivante. Est-ce possible d'arriver à parler d'une seule voix, sachant les multiples spécificités de chaque situation? Ben, finalement, c'est possible et c'est le rôle du syndicat. Par contre, faut se mettre autour d'une table, faut voter, faut faire ça, comme on disait, avec une union et de dire, voilà, quelles sont les priorités, sur quoi on est d'accord, est-ce que ça, c'est prioritaire, voilà, quelle position on défend. Et quelle est voilà, quelle position commune on défend. Donc moi, je pense que c'est possible d'arriver de parler d'une survie sur certains sujets où finalement, on vote et on est à majorité OK. Voilà, parce que effectivement, la situation de l'enseignant de PACA, c'est peut-être pas la même que celle de Paris, de Et Lens. bon, Voilà, voilà, on parlait du Puy-de-Dôme. Effectivement, eux, ben voilà, hein, ils ont leur spécificité sur leur territoire, comme ça peut être le cas en Ardèche, ça peut être complètement différent d'un département à l'autre, d'une zone rurale, d'une zone urbaine. Par contre, on a des sujets communs au syndicat et ben on se met autour d'une table et puis on fait ça de manière la plus démocratique. Donc oui, sur certains sujets et sur certaines prérogatives communes, oui, pour moi, il est tout à fait possible de parler d'une seule voix. Encore faut-il avoir envie voilà, de se mettre ensemble pour être là où ça compte. Voilà. Ok, Nadia, question pour toi. Pourquoi les enseignants ne sont-ils pas plus protégés des abus des dirigeants de club? alors, avant de répondre à la question, je vais pas raconter en détail, mais l'année dernière, j'ai eu un souci, comme énormément de clubs pendant cette période, sur les Mhm. rattrapages de cours Oui. euh, qui étaient liés au Covid. Donc voilà, l'arrêt du tennis pendant cette période-là. Et j'ai été amenée à rattraper des cours non rémunérés, puisque bon, voilà, il y a eu des litiges, on va dire, avec un club pour lequel je ne travaille plus aujourd'hui. Et en fait, je ne vais pas expliquer ce qui s'est passé, mais je vais juste rebondir donc, pour répondre à cette question sur le fait on n'est pas forcément. Enfin, si, il y a des aides, mais moi, à ce moment-là, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Je me suis retournée vers le conseiller en développement de mon département. Il n'a pas su Oui. répondre à ma question. J'ai dû appeler l'inspection du travail pour avoir une réponse auquel bah, j'ai eu ma réponse finalement grâce à cette entité-là. Et donc, c'était pour dire que je ne savais pas vers qui me tourner. Donc, ce qu'il faut savoir, hein,
le métier d'enseignant de tennis, ça fait partie du monde du travail. Et ce monde du travail, ce n'est pas le monde des bisounours. Il y a des lois qui régissent un petit peu notre métier. Et ce qu'il faut savoir, c'est lors de la signature du contrat, déjà bien le lire et surtout qu'il soit bien cadré. Parce qu'on arrive, on trouve souvent des enseignants qui se rendent compte finalement, après un changement de bureau, de président, que le contrat qui n'a pas été signé, qui a été fait un petit peu entre guillemets à l'arrache, comme tu disais tout à l'heure Clément, et on en a parlé aussi avec Christian, tu glisses, voilà, finalement. Donc, si déjà tu matérialises pas ton contrat, finalement, tu vas avoir des litiges plus tard avec un changement de contrat. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Donc, ça rejoint un petit peu la question auquel j'ai répondu tout à l'heure. Ce qui fait ta valeur, c'est ce que tu as négocié, donc avec tes connaissances. Et aussi, quand tu formalises ton contrat, tout est indiqué dans la CCNS, on en a parlé tout à l'heure, et le Code du travail. Donc, pour répondre plus facilement, si moi si j'avais su et si le syndicat avait été créé à ce moment-là, je pense que je me serais retournée vers Premier Service pour apporter des réponses. Puisque le syndicat Premier Service sert justement, on en a parlé tout à l'heure, à pallier le manque de connaissances de certains salariés. Voilà. Donc, pour donner des exemples, le syndicat va faire des ruptures de contrat de travail, que ce soit pour les salariés aussi, pour les indépendants. Donc, c'est la protection des salariés, donc passe par la rédaction d'un nouveau contrat, l'annulation d'un ancien contrat qui ne comportait pas toutes les clauses, on va dire, importantes. Il va, par exemple, répondre à des problématiques sur, par exemple, il pleut, je n'ai pas cours. Est-ce que je dois rattraper? Est-ce que je suis rémunérée? Voilà, c'est toutes ces questions auxquelles le syndicat peut répondre. Donc finalement, se syndiquer, c'est primordial pour un salarié. Oui, c'est pas un gros mot, c'est vrai, tu as raison. Mais c'est pas obligatoire, mais c'est quand même primordial pour se protéger des abus d'un employeur, finalement. Oui, si abus il y a, ou en tout cas, tu as raison, pour partir du bon pied, c'est important d'avoir un interlocuteur. Et c'est vrai que le mot syndicat, c'est pas un gros mot, quoi. Voilà, c'est-à-dire que. Ça fait peur. Ouais, ce terme, il fait un peu peur. En plus, on est dans une profession où ça doit faire peut-être même encore plus peur. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Christian, mais c'est vrai qu'en plus, en France, on n'a pas forcément une grosse culture syndicale. Et pourtant, c'est l'interlocuteur, j'ai envie de dire, de base vers lequel on se tourne quand on a une question et quand on a l'impression que, ce qui est vrai, tu as raison, Nadia, ce qui revient la plupart du temps dans les questions, c'est est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Est-ce que c'est légal? Comment ça se passe? Voilà. Et là-dessus, bon, on en a parlé, grosse méconnaissance, mais le syndicat c'est l'interlocuteur de base finalement, quoi. Enfin, Christian? En fait, oui, le syndicalisme en France, c'est pas très bien représenté. C'est 10,8 au niveau national, toutes corporations confondues. En Allemagne, on est près de 19% de toutes les corporations confondues. Donc, ça veut dire que pratiquement un salarié sur 10 en France est syndiqué. Et nous, on n'est pas dans la rue. Je veux dire, on n'ira jamais avec une banderole et manifester ou faire des piquets de grève. Ce n'est pas notre culture, on n'est pas là-dedans. Les syndicats égale souvent contestataire. Non, c'est pas ça. C'est justement être un peu dans nos droits, quoi. Voilà, tout simplement, appliquer les choses, tout simplement. Voilà, voilà, on n'est pas Monsieur Martinez. Voilà, la CGT, les banderoles, les faux, machin, c'est pas ça. C'est l'idée, c'est de défendre nos droits, en même temps la profession, voilà, et puis surtout informer, voilà, tout simplement. Parce qu'à la base, on n'est pas une profession très unie. C'est chacun pour soi, les profs de tennis. Hein. C'est de regarder autour de vous. Ce que vous discutez beaucoup avec vos concurrents proches, ça part de là. Avec votre club qui est à moins de 5 km de chez vous, vous regardez votre confrère, ça part de là.
Vous le regardez comment? Vous discutez souvent avec lui, vous avez de bons rapports, il vous a pris des élèves, vous lui en avez pris. Les tensions, elles partent de là, souvent. Et c'est dans notre culture de se replier sur soi-même. Voilà, alors que ce n'est pas très bon, en fait. C'est ce qui nous fragilise. Le fait de ne pas s'unir, c'est ce qui nous rend beaucoup plus vulnérables, à mon sens. Donc, voilà, parce que des fois, il y a des problèmes d'ego au milieu Complètement. aussi qui sont Complètement. liés. Je suis le meilleur prof que lui, tout ça, c'est très subjectif. D'accord? Ah bah lui, il fait que du loisir, moi je fais de la compétition. Bon, et alors, où est le problème? Vous voyez, on en est encore là. C'est des petites guerres internes entre nous qui n'ont pas lieu d'être. Chacun fait son truc dans son coin. De s'enfermer comme ça, de ne pas discuter avec les autres, c'est pas bon, c'est pas bien. On a toujours à apprendre des autres. Ne serait-ce que votre concurrent le plus direct, il va vous apprendre certaines choses et inversement. Et de ne pas changer. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, moi ça fait des années que je le fais, hein, de discuter salaire avec un confrère. Mmh. C'est terrible. C'est C'est un tabou, hein, sujet l'argent. complètement tabou. Ouais. Combien tu gagnes? Quel statut tu as? C'est d'une discrétion. Ah, par contre, pour vous dire, ah ben moi j'ai 3,15,4, j'ai 2,15,2 à l'école de Nice. Ah là, tout le monde est bon, hein. Et dès qu'on parle du concret, il n'y a plus personne. C'est pour ça que je vous dis, le syndicat, voilà, pour nous, ça doit aider tout le monde, quoi. Voilà, ça doit aider la profession, ça doit vous aider personnellement dans chaque territoire, hein, je dirais, parce que c'est un syndicat national. Les usages de l'Alsace ne sont pas les usages de la Bretagne, encore moins celle du PACA, et ainsi de suite. Oui. Donc, nous, on essaye de répondre à toutes les questions. Et comme le disait Clément tout à l'heure, depuis 4-5 mois, on a quand même 1 à 2 dossiers par semaine que l'on traite sur des conflits plus ou moins importants. Mais Mmh. un ou deux dossiers nationaux que nous traitons, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Ça, c'est que ceux que nous, on traite. Ça veut dire qu'il y en a peut-être beaucoup plus qui sont défendus directement par les profs et par leurs Bien avocats, sûr. par leurs conseils. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a quand même des soucis. Voilà. Donc, si on est là, c'est qu'il y a une vraie raison, quoi. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Après, tu vois, j'aimerais rajouter aussi un élément important. Le problème aussi, quand il y a abus, alors il faut bien séparer les abus qui sont, on va dire, malsains de la part de l'employeur, ça peut arriver, mais il y a aussi des abus qui sont liés à la méconnaissance de l'employeur, on en a parlé aussi tout à l'heure, et la méconnaissance aussi du salarié. Donc, il faut bien séparer les deux. Et aussi, donc moi, j'ai participé à des formations avec les nouveaux DE stagiaires, Ouais. donc la Ligue de Bretagne. Et je me suis Mmh. rendu compte que la plupart sont très jeunes, entre 18 et 23 ans. Ils n'ont jamais eu d'expérience professionnelle avant. Et lors de la formation, donc j'ai discuté avec eux. Et donc c'est l'UC4, il me semble. On en a en formation DE, c'est ça, c'est l'UC4 sur la sécurité. Oui. Ouais. Et il me Mmh. disait que sur l'aspect financier, sur l'établissement d'un contrat, ben, j'ai vraiment posé des questions très détaillées. Ils ne savaient rien. Donc, manque de connaissances, manque d'expérience professionnelle. Donc, lors d'un entretien, ben, déjà, ça va être, rapide, hein, parce que moi, j'ai eu des questions lors d'un entretien de mon employeur. Quelles sont vos Mmh. prétentions salariales? Moi-même, Mmh. je n'ai pas su y répondre. Et pourtant, Et quand ouais. j'ai postulé, j'avais 28 ans et j'avais une mini-expérience professionnelle parce que mes connaissances de la CCNS et du minimum légal, Ouais. voilà, taux Ouais. horaire. Donc voilà, je pense que c'est important de souligner que la formation DE aussi ne cible pas ce type de questions. Mm. Tout à fait. Ouais. Excellente remarque. Il nous reste 2 questions. Il y en a une pour toi, Christian. Pourquoi dans le tennis, les salariés n'ont-ils pas un contrat CDI avec un total d'heures à faire dans l'année et sont souvent payés à l'heure avec un taux horaire très élevé? Bon, parce qu'en fait, la diversité des besoins
d'une région à une autre, ça, on ne peut pas l'empêcher. À l'heure, on est payé à l'heure parce que des temps pleins dans notre profession, il y en a quand même beaucoup moins que des intermittents à temps partiel, que des contrats saisonniers, que des contrats comment ça s'appelle, il y a d'autres contrats, des contrats d'intervention aussi. Il y a plusieurs types de contrats, c'est pas pour rien dans la CCNS parce que il y a peu de temps plein en fait. Voilà. Les profs qui sont à 35 heures sur 48 semaines en gros, voire 45, il y en a très peu. Donc voilà pourquoi on est payé à l'heure avec un salaire un peu mieux majoré, mais bon, la majoration au jour d'aujourd'hui, j'y crois de moins en moins quand je vois les salaires. La moyenne, elle est plutôt basse, hein. Pourquoi? Parce qu'on dépend aussi des autres sports. C'est ça aussi. Est-ce qu'une heure de tennis, de leçon de tennis, vaut autant qu'une heure de lancer de javelot? Eh ben, on a la même convention, on a la même grille de salaire. Moi, j'estime que non, mais c'est mon avis. Ce n'est que mon avis. Voilà, donc Sachant qu'on parle de minima. Hein. on parle de minima, bien sûr. Ouais. Alors peut-être que Mais du coup, l'employeur, peut-être les connaissances qu'il a, c'est tiens, le minima, et puis il va jouer sur le minima, parce qu'il va dire, oh, tu es dans les clous. Mais si l'enseignant savait que ce n'est qu'un minima, il lui dira, mais non, mais là, c'est le minima, c'est pas… après, Tu vois? l'autre contrainte, elle est liée au fait que l'activité, elle est essentiellement regroupée au même moment. Oui. Qui d'enseignant de tennis n'a pas de boulot le mercredi, voire le samedi? Les deux journées les plus prisées sont le samedi et le mercredi et le soir en semaine. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de monde le mercredi et très peu de monde, ou beaucoup moins de monde le jeudi matin ou le mardi matin. C'est une évidence. Donc, arriver à fabriquer un emploi du temps, souvent les enseignants font peut-être une journée à 9 heures ou une journée à 10 heures le mercredi, également le samedi, et ils complètent leur emploi du temps avec le soir en semaine. Mais faire un 35 heures que de cours en semaine, je n'en connais pas. Ça n'existe pas pour moi. D'accord? Voilà pourquoi. Si je sais pas si je réponds. Après, contrat CDI, effectivement, on le verra dans la dernière partie, mais il y a un contrat CDI qui est du coup créé pour le sport, c'est le CD2I. Hein. Donc, du coup, qui n'est pas, même si tu es à temps partiel, tu es considéré dans certaines règles de droit comme un temps plein. Donc, effectivement, des gens en CDI à 35 heures, peut-être que ce n'est pas effectivement la majorité des cas. Mais il existe un espèce de CDI pour un 24 heures ou moins qui s'appelle le CD2I. Donc, il y a des gens, effectivement, des enseignants qui ont des contrats CDI. Mais, effectivement, vu la sociologie, on va être sur du temps partiel, parfois avec des abus sur des CDD, parce que ça, j'ai vu des enseignants signer des CDD, et la CCNS, elle est assez claire quand même là-dessus. On peut signer un CDD, qu'on appelle un CDD spécifique, sur une période très courte pour répondre à un accroissement soudain d'activité. Donc, quand je vois effectivement, personnellement, des enseignants qui signent des CDD sur une saison de septembre à fin juin et qui reprennent l'année d'après dans le même club avec un autre CDD, et puis un autre CDD toujours pour cette période-là, je pense que là, il y a un problème de connaissance de loi. Voilà. Donc là, on est soit sur une première saison, à la limite, c'est un peu touchy, mais à la limite, ça se fait, parce que voilà. Mais si l'accroissement de l'activité, il est là chaque année, et qu'on fait des CDD et des CDD, je pense qu'on joue avec le feu. Donc, aux enseignants qui, chaque année, signent des CDD pour une saison sportive avec le même employeur, je dis, il y a peut-être un souci. Contactez-nous. Dernière question. En arrêt maladie avec justificatif, le club demande toujours de rattraper les cours manqués à titre gratuit. Est-ce normal ou doit-on être payé en heures complémentaires? Alors, non, c'est en arrêt maladie, c'est exactement le cas que soulevait Nadia tout à l'heure. Vous êtes payé par la CPAM. Si vous aviez été pendant le Covid au chômage partiel, vous avez été payé.
ces heures-là ne sont pas à rattraper puisqu'elles sont considérées comme faites. Donc, non, les cours manqués à titre gratuit, non, déjà, il n'y a pas d'obligation, entre guillemets, de les rattraper. Et si vous les rattrapez, effectivement, elles doivent être payées. Alors après, ça dépend de votre contrat. Est-ce que là, on est dans une heure sup? Est-ce qu'on est dans une heure de dépassement? Est-ce qu'on est dans une heure complémentaire? Ça dépend après de votre contrat. Voilà. Et dernière question, et en arrêt maladie, est-ce que le club doit compenser le manque que la sécurité sociale ne couvre pas? Alors, ça s'appelle effectivement la prévoyance et c'est disponible dans certains cas. Ça dépend de votre ancienneté. Ça dépend éventuellement de comment ça se passe au sein de votre club, c'est-à-dire est-ce que vous êtes subrogé ou pas, c'est-à-dire est-ce que c'est le club qui fait les démarches ou est-ce que c'est à vous de faire les démarches. Mais effectivement, il y a ce qu'on appelle la prévoyance et qui est aujourd'hui obligatoire. Voilà. Donc oui, dans certains cas, effectivement, il faut regarder bien votre contrat, il faut regarder votre classification aussi, c'est important. Mais effectivement, il y a un dispositif qui s'appelle la prévoyance. Je ne peux pas répondre là concrètement à la question. La subrogation. Voilà, la subrogation. Mais L'employeur qui la demande. voilà, ça va dépendre effectivement de… Voilà. Pour répondre à cette question, en arrêt maladie, est-ce que le club doit compenser le manque que la sécurité sociale ne couvre pas? Là, je peux pas, enfin, on ne peut pas. Ça va dépendre de votre contrat. Il va falloir qu'on se penche. Donc, pour la personne qui nous a posé cette question, là, on va avoir besoin. Elle n'a pas laissé son email, c'est dommage. Du coup, là, il va falloir effectivement… alors, si elle a peut-être laissé son email, je le retrouverai, mais en tout cas, si elle regarde, là, on a besoin d'un peu plus de précision, on a besoin de voir votre contrat pour savoir dans quel cas vous êtes et si vous y êtes. Voilà. Mais effectivement, il y a un dispositif obligatoire qui s'appelle la prévoyance et qui prend dans certains cas, effectivement, le relais quand on a dépassé le nombre de jours pendant lesquels la CPAM voilà, vous verse vos indemnités journalières d'arrêt maladie. Voilà. Alors, on a fait le tour du coup des questions qu'on nous a posées. Ça fait déjà bientôt 1 heure et demie qu'on est sur ce live. Je vais refaire un partage d'écran et puis on va insister sur des points à retenir. Vraiment hyper important, ne partez pas sans les avoir vus. Et puis, on terminera, pour ceux qui sont encore avec nous, sur des questions personnelles. Si on peut y répondre, on y répondra. Pas de souci. Allez, on fait un partage d'écran. Live, tac, partager l'écran. Je reviens sur ça. OK. Je vais mettre plein écran. Tac. OK, on commence. À retenir, point hyper important, on s'est mis d'accord là-dessus avec l'équipe. Le premier, le diplôme ne fait pas le salaire ou votre poste. Christian, ça c'est ta petite spécialité. Enfin, tu n'as pas que celle-là. Et du coup, explique-nous ça. En fait, moi qui ai lu la convention, je l'ai lu, relu des dizaines de fois et encore, j'en apprends toujours à chaque fois que je la relis. Moi, c'est la phrase qui a été la révélatrice, cette phrase. C'est la page 46 de la CCNS, article 991, deuxième paragraphe, je la connais presque par cœur. Les partenaires sociaux déclarent que tout titre ou diplôme obtenu ne peut en soi se faire valoir pour une classification, sauf dans le cas où le diplôme est requis par l'employeur. Exemple, par exemple, vous voulez travailler à la FFT, vous voulez être cadre technique, il vous faudra peut-être un BE2 ou un diplôme de base. Voilà. Sinon, dans le reste, rien. Vous pouvez être CQP et être directeur de club. Exactement. C'est pas votre diplôme qui fait que vous allez être mieux en classification dans un club. Ce sont vos compétences. Et ces compétences-là, c'est à vous de les définir d'abord, savoir ce que vous savez faire, et puis de les faire valoir à votre employeur lors de la négociation. Je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Mais si vous dites, j'arrive, j'ai mon BE1 ou j'ai mon DGEPS, vous n'avez que ça à vendre, ça fait léger. En phase d'employeur, ça veut dire que vous êtes, en gros, fait que pour aller sur le terrain. Voilà, tout simplement. Alors, vous me direz, oui, mais je suis prof de tennis. OK, on est prof de tennis, on est là pour enseigner le tennis, mais pas que. Ou alors, si vous restez que comme ça, vous resterez technicien 3 ou technicien 4 pendant un long moment.
Et avant d'évoluer, il va falloir changer vos compétences ou les améliorer. Exactement. Voilà ce que ça veut dire cette phrase. Formation continue. Temps effectif et préparation, je pense que vous l'avez bien compris. Normalement, vous devez être rémunéré en temps effectif. Si vous êtes au club un quart d'heure avant, ce qui est logique quand on attaque sa journée, que vous installez des terrains, que vous vous changez, que vous échangez, etc., vous êtes à disponibilité de l'employeur. Ce temps-là, normalement, vous est rémunéré. C'est-à-dire que sur 1 heure, finalement, vous allez être rémunéré 1 heure et quart la première heure. Et puis, si vous démontez le matériel, si vous restez le temps d'eux, etc., vous êtes normalement rémunéré encore. Éventuellement, on peut prendre ce quart d'heure-là. Effectivement, ben voilà, vous pouvez en toute logique, rajouter 20 minutes, 30 minutes par journée d'enseignement parce que vous êtes en temps effectif, tout simplement. Et ça, on le voit trop peu et trop peu de gens connaissent cette règle. Alors, comme je le disais, il y a plusieurs types de contrats. Effectivement, on a le CDI temps complet, hein, le 35 heures. On a le contrat intermittent où on peut être à moins d'heures mais assimilé à du temps complet. On peut être en CDD dans certains cas. On peut être, comme dit Christian, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Ça, c'est encore autre chose quand on est stagiaire. On peut faire un contrat d'intervention. Voilà, on peut. Il y a plein Saisonnier aussi. Pardon? Il y a le contrat saisonnier aussi. Le contrat saisonnier, exactement. Et il y a des règles qui s'appliquent effectivement à chaque contrat, notamment au niveau de la rédaction d'ailleurs du contrat. Il y a des mentions obligatoires et il y a trop de contrats qu'on voit où des mentions obligatoires sont passées à l'as ou des confusions dans les contrats où, par exemple, je suis en CD2I et on me parle d'heures complémentaires ou de choses qui sont pas là. Il y a des espèces de tutti-frutti comme ça, des mix. On a l'impression que le contrat, il est fait en prenant, on pioche ça, on pioche ça, on pioche ça, on pioche ça. Mais à la fin, ça fait des contrats qui sont bancales. Banco, je ne pense pas qu'on le dise, mais bancales. Et donc, du coup, voilà, vérifiez bien votre type de contrat. Il y a des règles spécifiques décrites par la CCNX qui s'appliquent à chaque type de contrat. Et parfois, malheureusement, il y a des confusions et des mélanges. Donc, voilà, faire attention à ce qu'on signe. Christian, dimanche et jour férié, ça, je sais aussi que c'est J'en ai parlé tout à l'heure. un thème. Ouais. C'est marqué sur la CCNS, toujours pareil. Dimanche, c'est 50% de majoration de salaire ou voire Ou au repos. ou repos compensatoire, ce qu'ils appellent. Et les jours fériés sont majorés à 100%, comme le 1er mai, par exemple. Exactement. Simplement. Les heures bénévoles, ben, j'ai envie de dire, les heures bénévoles, ouais, c'est chouette, mais j'ai plein d'enseignants qui me disent, je fais des réunions après les cours et je le fais de manière bénévole. Je vais à droite, à gauche de manière bénévole. J'assiste à des réunions à la Ligue, des fois, voilà, je fais de manière bénévole. Ben, j'ai envie de dire, c'est beau, c'est super, hein, évidemment. Moi, je suis bénévole au syndicat, donc je comprends tout ça. Mais d'un autre côté, quand on est pro, si on fait des choses et des missions pour le club, c'est du temps de travail. Donc, c'est du temps de travail qui mérite d'être rémunéré. Hein, tout travail mérite salaire, surtout quand on est salarié et quand on fait des choses comme ça. Voilà. Donc, quand vous jouez, c'est le contrat de professionnalisation dont on a parlé. Si vous faites du juge arbitrage le dimanche, si vous êtes là, enfin tout ça, à un moment, quand on est pro, moi personnellement, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais je pense que tout ça, c'est inscrit au contrat et c'est rémunéré. Mais on a des us et coutumes qui ont fait qu'au fil du temps, on a fait des cadeaux, on a fait des cadeaux, on a fait des cadeaux, et on se retrouve dans une situation où il va falloir remonter la pente, quoi, parce que voilà, on voit les études et ça devient compliqué de gagner sa vie en étant enseignant de tennis. Et c'est bien dommage. Coupure. Voilà. Alors là, ça aussi, c'est un thème, on ne le connaît pas. Moi, j'étais dans ce cas-là. Le mercredi, je travaillais le matin, je revenais et puis j'avais des coupures. Alors, du coup, dans la CCNS, il y a des règles comme ça, en fonction du nombre de coupures et du temps passé entre deux séances. Du coup, les heures qui sont faites après les coupures, elles sont majorées, ou soit elles demandent un repos compensateur. Voilà, ça me fait aussi penser au repos journalier, c'est-à-dire que la CCNS précise qu'on a 11 heures de repos. Donc, si vous finissez tard un soir et que vous reprenez tôt le matin, à mon avis, vous êtes
vous n'êtes pas dans les clous niveau CCNS, vous avez droit à 11 heures de repos. Alors, il y a des périodes où ça peut être moins, mais elles sont encore une fois par la CCNS réglementées sur le mois et sur l'année. Donc, toutes ces petites règles-là, finalement, si on les ajoute les unes aux autres, on vit mieux de sa profession parce que ça a été pensé et bien pensé. Et ensuite, la dernière question, est-ce que je dois être plutôt en libéral ou est-ce que je dois être plutôt en salarié? Alors, moi, je n'interdis personne de faire ni du libéral ni du salarié. C'est des aspirations qui sont complètement différentes. Mais Christian, toi, tu es du même avis que moi, c'est-à-dire on est libre hein, Oui. d'enseigner comme on veut. Après, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, on peut aussi faire les deux. Le Bien sûr. statut, ce qu'ils appellent le statut mixte. Néanmoins, quand je regarde tous les contrats en libéral qui passent entre mes mains, le contrat libéral est beaucoup plus fragile Oui. au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une durée limitée. Alors, vous allez me dire, oui, je signe un contrat en libéral par tacite reconduction. Généralement, ils sont faits sur la durée de 1 année. Là, j'ai réussi sur un confrère à faire passer un contrat sur 5 ans. C'est très exceptionnel. 5 ans avant qu'il soit renégocié. C'est très, très rare. Sinon, c'est 1 année renouvelable. S'il y a un changement de présidence, un changement de gouvernance au sein de votre club, le contrat de libéral, vous prenez un préavis de 2 mois en vous disant, monsieur, notre collaboration, ou madame, notre collaboration s'arrête dans 2 mois. Eh ben, c'est merci et au revoir. Vous asseyez sur votre poste, vous asseyez sur votre clientèle qui n'est pas la vôtre, qui est celle du club, et puis vous glissez. Alors que le contrat de salarié, c'est pas du tout la même chose. Vous êtes là et avant de partir, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous avez plus de droits. Vous êtes beaucoup plus protégé avec un contrat salarié que vous ne l'êtes avec un contrat libéral. C'est toute la Mhm, différence. mhm, mhm. Après, l'idée qui consiste à croire que vous allez plus gagner en libéral que vous ne l'êtes en salarié, ça, c'est dans les croyances. Parce que si vous réellement vous faites les comptes quand vous travaillez en libéral et que vous payez, je dirais, de manière régulière et vous faites une déclaration dans les normes, vos honoraires, ils sont divisés par deux et des fois moins que par deux. Entre les frais de balle, la taxe de terrain, la RCP, les charges, etc., etc., vous baissez beaucoup vos revenus. La différence, c'est que les profs, comme je le disais tout à l'heure, quand ils ont gagné 40 euros d'honoraires, ils mettent 40 euros dans la poche. Oui, et quand on arrive après 50 ans, la retraite, vous n'avez pas payé la vieillesse, vous n'avez pas payé la maladie, vous n'avez pas payé ci. Et là, quand il y a eu le Covid, beaucoup de profs, malheureusement, n'ont pas bénéficié d'aide parce qu'ils n'ont pas déclaré grand-chose. Fatalement, vous êtes protégé par pas grand-chose, tout simplement. Oui, ouais, et puis Voilà. ça me rappelle le colloque des enseignants. Alors, je n'ai pas pu y aller parce que j'étais en plein déménagement, je me rappelle à ce moment-là, je n'ai pas pu monter sur Paris. Par contre, il y avait effectivement une discussion à propos de ça, hein, à propos du contrat de coopération libérale. Et puis, un président de ligue a pris la parole, je crois que c'était le président de ligue des Pays de Loire, il disait bah, de toute façon, moi c'est simple, les contrats de coopération libéraux, je les interdis. Voilà, je n'en veux pas dans ma ligue. Et c'est possible, c'est-à-dire qu'effectivement, un club, en tout cas, peut très bien dire non, non, je ne cherche pas à embaucher quelqu'un en libéral. Des fois, c'est proposé, mais des fois, ce n'est pas le cas. Parce qu'on s'est aperçu avec le temps que ces contrats-là, ils mettaient aussi pas mal en danger le club. C'est-à-dire que d'un côté, comme tu dis, Christian, on on signe sur une durée de 1 an, renouvelable ou pas. Puis des fois, ça ne se passe pas bien. Et du coup, l'enseignant s'en va pour X raisons. Et puis le club se retrouve à devoir chercher un nouvel enseignant. Et des fois, il ne le trouve pas, en fait. Et donc, du coup, ben, ça met en danger le club. C'est pour ça que, du coup, ce président-là avait pris la parole et avait expliqué ça. Donc, voilà. Après, c'est à sous-peser. Hein, tu as raison. C'est c'est une philosophie. On peut aimer ne pas être salarié pour plein de raisons parce qu'on n'aime pas à titre personnel la subordination, etc. Par contre, voilà, il y a des risques beaucoup plus importants quand on est libéral. Peut-être que c'est une façon de vivre et qu'on aime vivre un peu plus dangereusement que quand on est salarié. Voilà, c'est vrai que c'est… Sans parler de la dérive qu'il y a depuis, moi je l'ai constaté depuis 2014 sur le libéral.
et le statut d'auto-entrepreneur Tout à fait. qui a été comment dire, choisi par certains employeurs et profs qui voulaient travailler en libéral pour payer moins de charges sociales. Tout à Mais fait. le problème de ce statut Alors, d'auto-entrepreneur, c'est que il y a des conditions quand même, hein, Oui. du fait qu'il n'y ait pas de lien de subordination, alors que Mhm. beaucoup d'enseignants, ne serait-ce que ouvrent le club, laissent leur matériel, prennent les balles dans le club, 50% de votre chiffre d'affaires ne doit pas être fait qu'avec un seul client, etc., etc. Vous devez avoir vos factures de balles, de matériel avec vous. Vous devez amener votre matériel dans votre voiture, repartir avec, etc., etc. Toutes ces conditions-là ne sont pas respectées. Et à partir du moment où vraiment vous prendriez un contrôle des services de l'URSSAF, vous auriez fatalement un redressement parce que c'est pas la loi. Voilà. Voilà ce qui se Oui. passe, c'est que ce statut-là a été choisi justement pour faire baisser le montant des charges par les enseignants eux-mêmes d'abord, et puis par les employeurs. Ils ont trouvé cette espèce de solution. Oui, tour de passe-passe. Voilà, un tour de passe-passe. Et c'est pas bon. Ouais, dans Ça va pas certains durer cas, dans le temps. effectivement, dans certains cas, ce qu'on observe, et quand on reçoit des dossiers, etc., effectivement, on fait du conseil là-dessus, on recherche à enlever effectivement tous ces faisceaux qu'on appelle de subordination, quoi. Sachant qu'en moyenne, je crois que c'est 20, sur un statut d'auto-entrepreneur, c'est 22,5% de charges, alors que quand vous passez en travailleur indépendant, c'est 45%. Vous passez du simple au double en termes de charges. Mhm. Donc, on n'est plus dans la même catégorie, mais vous êtes dans la loi. Ouais, Voilà ce que je voulais dire. exactement. Ouais, non, mais c'est super. Allez, est-ce que pour ceux qui sont encore avec nous, est-ce que vous avez des questions? C'est le moment où on prend vos questions. Si on ne peut pas y répondre, on les note et on y répondra. Si on peut y répondre, avec grand plaisir. Moi, c'est pas tant une question, c'est Ok. un peu ce Oui, tu as qui raison, tu as vient. raison. Une C'est un question peu ou un tout ce qui vient de se commentaire, dire un là. avis. Tu as raison, tu as raison. On a parlé de l'union de la profession, mais je crois que tout ce qui s'est dit là, notamment sur les contrats mixtes, les statuts mixtes et tout ça, je crois que ça contribue justement un peu au fait qu'il n'y ait pas d'union. C'est-à-dire que on s'arrange entre amis un petit peu et on s'arrange soi-même. Donc ça veut dire que tout ce qui m'arrange, bah, j'ai pas forcément envie que ça change tant que j'ai pas de problème. Et je pense que Ah. ça, c'est un vrai problème dans notre profession. Et quand il faut faire des concessions, on parlait tout à l'heure pour les contrats de travail, quand on a envie de négocier, lâcher un peu de lest vis-à-vis Ouais. d'un futur employeur ou d'un employeur actuel pour pouvoir voilà, obtenir quelque chose. Ben, quand on est dans ces situations-là, on n'est pas forcément prêt à le faire. Et l'union, je pense qu'on a encore un long chemin. Il y a, comme on dit parfois, du nettoyage et tant qu'on n'est pas prêt tous à le faire, ça va être quand même un peu compliqué, je Ouais, pense. tu as raison. Alors moi, j'avais quand même une question, c'était, j'aurais voulu que tu reviennes sur les histoires de coupures, si tu peux les réexpliquer, et puis le Oui. travail après 22 heures. Ah, ok. Alors, sur les coupures, ben, du coup, j'ai des notes. Donc, je peux littéralement te donner ou vous donner ce que j'ai trouvé. Donc, on parle de salariés déjà à temps partiel. Okay. Les horaires de travail de ces salariés-là ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures. Okay. Toutefois, en cas de dérogation à cette règle, en raison des conditions de travail, parce que dans le sport, effectivement, il y a la modulation, on appelle la modulation de temps de travail, il sera accordé une compensation financière définie comme suit. En cas de plus d'une coupure dans la journée, une majoration en salaire de 10% est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la deuxième coupure. En cas d'une coupure supérieure à 2 heures, une majoration en salaire de 10% est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la coupure, si tu n'en as qu'une. Donc, tu as une majoration de 10% sur tes heures
après ta coupure. Dans tous les cas, les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives. Donc, je peux même prolonger un petit peu si tu veux la durée maximum de ta journée. Alors, quand tu es apprenti et que tu as moins de 18 ans ou moins de 18 ans, c'est 8 heures. Tu peux faire une journée de 8 heures. Quand tu es du coup majeur et plus apprenti, quand tu es actif, c'est 10 heures. Voilà. Par contre, tu as des conditions pour faire effectivement 12 heures. Mais tu ne peux pas faire plus de 13 heures parce que dans la journée, il y a 24 heures. Et comme tu as une période de repos de 11 heures, voilà. 11 heures. Donc, des fois, c'est 12 heures, mais c'est réglementé. Alors, je n'ai pas les règles en tête, mais c'est très bien expliqué dans la CCNS. Donc, après, ça dépend au mois, ça dépend à l'année, ça dépend à tout ça. Tu vois, c'est-à-dire que tu ne peux pas dépasser un certain nombre. Du coup, j'avais regardé aussi, parce que je trouvais ça intéressant, les temps de pause. Donc, on a droit à 20 minutes sur des périodes de 6 heures. Donc, tu ne peux pas travailler 6 heures. Enfin, 6 heures, c'est OK, quoi. 5h59, 6 heures. À partir du moment où tu as enchaîné tes 6 heures, la sixième, la septième, entre la sixième et la septième, là, tu es obligé, enfin, quoi, la loi, c'est ce que la loi dit, d'avoir une pause de 20 minutes. Voilà. Donc, si ça arrive à certains d'enchaîner, je pense au mercredi après-midi, normalement, au bout de 6 heures, il y a une pause de 20 minutes quand même, quoi. Voilà. Et la pause déjeuner compte pas. Hein. Donc, voilà ce que j'avais noté. Pour la question du travail de nuit. Oui, excuse-moi, Laurent, j'avais complètement zappé. La question du travail de nuit, c'est que, en effet, à partir de 22 heures, tu es en heure de nuit. Donc, tu peux, sur ton contrat, demander à être majoré, à être payé davantage après 22 heures. Mais maintenant, tout dépend de combien de temps tu fais après 22 heures. Mais ça va tendre l'employeur, fatalement. Si tu lui demandes, ne serait-ce que pour 30 minutes ou je ne sais pas, ou 45 minutes, de lui dire à cette heure-là, je veux qu'elle soit majorée parce que c'est après 22 heures, il sera dans l'obligation de le faire parce que c'est la loi. Mais tu vas tendre la relation. C'est une évidence. Il va mal le prendre. Donc, il faut, à mon avis, il vaut mieux le négocier autrement. Il vaut mieux négocier autre chose plutôt que de faire appliquer scrupuleusement la loi, parce que la loi est avec toi, ouais, c'est du temps de nuit, entre 22 heures et 6 heures du matin. OK. Mais, ou alors, moi, si je suis employeur, je dis OK, pas de souci, tu vas t'arrêter à 22 heures, mais je vais trouver quelqu'un d'autre pour la faire cette heure-là, de 22 heures. Moi, c'est ce que je ferais. Voilà. Parce que je vois que tu ne vas pas vouloir faire d'efforts, en gros, de vouloir travailler après ces heures-là, en étant payé au même tarif qu'une heure à 20 heures, par exemple. Voilà. Ça va être mal vu. Parce que c'est rare qu'on travaille après 22 heures dans notre profession. Il faut déjà, parce que si tu es en plein hiver, tu ne travailles pas en terrain couvert, échauffé. En plein hiver, je n'en connais pas beaucoup qui donnent des cours dehors après 21 heures ou 22 heures. Voilà. Donc, voilà le conseil que je pourrais te. C'est parce que vous êtes dans le sud, vous. Mais même dans le sud, il fait froid, après 22 heures. Moi, je travaille jusqu'à 23 Non, heures. mais les régions où il y a des salles, c'est Il n'y en a assez pas fréquent. beaucoup déjà. Il y en a moins que passer à C'est Avignon. assez fréquent. Il y en a moins. Néanmoins, est-ce que tu connais beaucoup d'élèves qui veulent s'entraîner après 22 heures le soir? C'est de moins en moins courant, c'est vrai, tu as raison. Mais ça tu peux existe faire des encore. collectifs, mais de l'indive, par exemple, après 22 heures. Moi, j'ai eu un avocat pendant des années que je prenais de 22 heures à minuit, même l'hiver, mais j'avais un terrain couvert. Mais bon, j'avais pas 50 des clients comme ça. Donc, voilà. Voilà le conseil que je peux donner, c'est voilà, de négocier sur autre chose. Oui, je fais un effort de pas vous. Tu fais remarquer que tu es dans la loi, que tu fais travailler, que tu travailles à un horaire qui n'est pas conventionnel, qui doit être majoré, mais tu le négocies autrement. Plutôt que de dire vous devez me payer plus parce que c'est la loi. Ça va tendre la relation. C'est pas bon. Voilà. Mais les négociations ne sont pas toujours financières, hein, je suis d'accord avec ça. Ouais, complètement d'accord, c'est ça. Tu peux négocier sur autre chose. Hein. Voilà, le conseil que je peux te donner. Il y a Nicolas qui a posé une question. Alors, perso, je n'ai pas la réponse. Ça nous demandera des recherches et on mettra, si on n'a pas la réponse là, tout de suite, on mettra la réponse sur Facebook quand on publiera le replay. Qu'en est-il pour le nombre maximal de jours travaillés d'affilée? Quid du fameux mois de mai avec la semaine à 31 jours?
avec le petit smiley. En cas, et deuxième question, un jour de récup peut-il être décalé à une période? Moi, Christian ou Nadia, ça, j'ai pas la bonne. Nombre maximal de jours travaillés d'affilée. Comme on a par définition effectivement le repos hebdomadaire de dimanche, j'ai envie de dire que c'est 6. Voilà. Mathématiquement, on est sur des semaines de La 6 CCNS, mais jours. j'ai pas le détail. Là, j'ai pas la réponse. C'est trop technique, mais c'est marqué dedans. Ouais. Un jour de récup peut-il être décalé à une autre période? Ouais, écoute, ça, Nicolas, on va se pencher dessus, on y répondra, on regardera ça. On a besoin d'un peu de. Souvent, hein, on a besoin d'un peu de temps. Comme on disait, on est Des experts. des enseignants passionnés et tout ça. Mais voilà, la réponse, elle ne vient pas là comme ça tout de suite. Donc, on va regarder, on va se renseigner et puis on te mettra la réponse sur le lien. Il n'y a plus de questions, je crois. Pas mal. On a répondu quand même déjà à pas mal de questions. Moi, j'ai beaucoup aimé, effectivement, on peut clôturer là-dessus d'ailleurs. Hein. J'ai beaucoup aimé la phrase d'Elsa Koch. J'ai beaucoup aimé. Les mentalités doivent changer. Recréer du lien entre enseignants pour être plus forts ensemble sur des préoccupations communes. Ouais. Ouais, je trouve qu'on en est là, quoi. On en est là et non, mais c'est très bien. On en sourit, on en rigole, mais je trouve que c'est une très belle phrase parce que je pense qu'elle a tout résumé et tout synthétisé. Mais je trouve que c'est personnellement, et c'est le rôle du syndicat et du CNE dont Elsa s'occupe. Effectivement, on a un but commun et c'est un beau but et c'est un bel objectif parce que on s'en sortira pas sans union, ça c'est clair. D'ailleurs, c'est sympa de la part d'Elsa parce qu'elle nous a, moi, depuis que je suis au syndicat, elle nous a toujours invités, en tout cas pour ma part, aux réunions qu'elle organise pour le Conseil régional d'enseignement PACA. Donc, je la remercie. Ouais. Franchement, sympa. Ouais, on peut aussi, parce que quand on pense à Elsa, personnellement, je pense aussi à Florence Hutin qui nous contacte régulièrement, avec laquelle on échange et c'est toujours intéressant. Donc, merci effectivement aux têtes de pont du réseau CNE de ne pas nous ostraciser, voilà, déjà, et d'être extrêmement sympathique et à l'écoute. Et c'est, encore une fois, hein, c'est super d'avoir ces projets-là et on est tous enseignants dans l'âme et on a tout intérêt pour l'ensemble des enseignants à collaborer. Donc, voilà. Donc, merci à Elsa qui on échange et à Florence aussi, quoi.